Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon nom est Yves Gagnon, chef de l'exploitation de l'Unique. Vous écoutez Accident de parcours. Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent en raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un premier épisode d'Accident de parcours. Mathieu, je me permets de te saluer. Salut! Écoute, c'est excitant d'être là aujourd'hui. On a notre premier invité. On a travaillé fort sur la planification. Alors, je vais te laisser présenter notre premier invité qui nous a fait l'honneur de venir nous voir aujourd'hui. Absolument. On en a parlé. En fait, c'était la première personne à qui on en a parlé. C'est quand même 8 mois qu'on travaille sur le projet. Puis, surtout qu'on a passé le mot, il était tout de suite emballé. Je pense qu'il était du même avis que nous, que c'était un bon média pour échanger puis passer de l'information de qualité. Écoutez, sans plus attendre, on présente notre invité qui n'a pas besoin de présentation, mais Yves Gagnon, on te souhaite la bienvenue. Merci, les amis. Merci. Je suis très honoré, franchement. C'est vrai que j'ai été emballé quand vous m'avez parlé de ça. Pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur que vous pensiez à moi. Et puis, c'est une nouvelle expérience pour moi aussi. Là. C'est la première fois que je fais ça. Là. Les écouteurs, ça a l'air de rien. Là. On a beau dire, là, on parle souvent à du monde, mais c'est quand même un petit peu impressionnant. Les écouteurs, ses oreilles, il y a le micro. Palais. Mais on l'a déjà dit avant l'enregistrement. On sait que ça va être vu vu par des millions de personnes. On le souhaite. Au minimum. On le souhaite. C'est plus ça qui est impressionnant. Là, ouais. Ben, on commence fort avec toi. Puis, écoute, on l'a déjà dit entrée de jeu, là. Ça se veut très décontracté. Oui. Très relax. On veut parler comme si c'était 3 chums autour d'une bière. Moi, je jase avec mes chums. Yes. Simplement. C'est ça que je parfait. fais. Okay. Écoute, Yves... Mettons peut-être quelques petites expressions des fois qu'on dirait en avant d'une bière, on va faire attention. Oui. OK, ouais. D'accord. On va s'en garder. J'ai compris le principe. Puis même s'ils sortent, c'est pas plus grave, on coupe ça au montage. Ah, OK, c'est bon. Écoute, Yves, accident de parcours, c'est la thématique qu'on a choisie. Peut-être que ça te parle. Moi puis Mathieu, on a trouvé que c'est une réalité qui est vraiment présente en assurance de dommages. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi ne pensant pas être en assurance de dommages, puis c'est souvent à travers un accident de parcours, on va se le dire, qu'on se retrouve dans cette industrie. Puis, on finit par y trouver souvent notre passion. Puis, c'est un peu pour ça qu'on s'est dit que c'était la thématique idéale. Ça va rejoindre tous les intervenants, ou une grande partie des intervenants de l'assurance de dommages. Je pense que c'est une réalité très présente. Puis, je te passe la balle. Parle-moi donc de ton parcours. Est-ce que tu es un accidenté, toi aussi? Un accidenté total. Puis, c'est pas croyable ce que tu dis là, parce que je me souviens pas d'avoir rencontré quelqu'un qui me dise moi, j'ai toujours rêvé de travailler en assurance, j'avais choisi d'être en assurance. Moi, c'était pas ça pantoute. Moi, je suis diplômé en économique, OK? Fait que j'ai fait mon bac en économie. Et puis, les débouchés à ce moment-là, à l'Université Laval, mes chums s'en allaient tous à Ottawa pour travailler, Statistique Canada, puis ça faire de même, ce qui ne m'intéressait pas vraiment. Puis à ce moment-là, moi, je travaillais pour ma job d'étudiant dans le temps que j'étais aux études chez Sears. Et chez Sears, j'étais comme assistant gérant d'un département, puis il s'est ouvert un poste pour être gérant où j'ai appliqué, puis j'ai pas eu la job. Okay. J'étais en maudit. Puis chez Sears, on sait tout le beau futur que j'aurais pu avoir chez Sears. Surtout en 2021. Hein, ça... Et là, j'étais fru à mort. Puis j'ai un de mes chums qui travaillait en assurance chez Travelers à l'époque, au début 83. Et puis, lui, il s'en allait ailleurs. Puis, il me compte ça, puis il dit « Crème, c'est pas pire, l'assurance. » Alors là, j'avais contacté son patron à l'époque. Puis c'est comme ça que j'ai été embauché chez Travelers en 83. Fait que c'est totalement un accident de parcours total, là, tu sais. Après 7 entrevues, dans le temps, là, je peux vous dire que c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Là. C'était pas la pénurie de main-d'œuvre dans l'assurance, hein? Ah, sacrifice. Je peux vous dire que ton CV avait besoin d'être coupé carré. Puis le challenge dans ce temps-là,
c'était de trouver 7 cravates différentes pour passer cette entrevue parce que j'en avais rien qu'une. En parlant de ton parcours, y a-tu des gens dans le parcours qui t'ont marqué ou des mentors, tu sais, qui t'ont suivi au fil de ta carrière puis qui t'ont inspiré ou des compagnies? Bien, je vais vous dire, là, moi, je suis tombé en amour avec ce domaine-là très tôt parce que je suis tombé en admiration, pas juste avec des patrons et des dirigeants que j'ai côtoyés, mais des courtiers d'assurance. Moi, je suis tombé en amour d'abord et avant tout avec les courtiers d'assurance au début. Ça, je peux vous le dire parce que j'étais en charge d'un territoire. C'était des belles jobs, là, chez Travelers dans le temps. Et puis, maudit que j'avais aimé ça, la philosophie de ces gens-là, de ces entrepreneurs-là qui bâtissaient leur entreprise à la force du poignet, puis qui étaient tenaces, puis résilients. Et puis, ça a toujours été ça, puis ça n'a pas changé, les courtiers. Mais aussi, j'ai plusieurs amis qui sont des anciens chums. En fait, regardez-moi la couleur des cheveux, là, la plupart de mes chums sont retraités aujourd'hui. Hein? Okay. En fait, ils me disent tous, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais encore là? Mais je suis pas prêt par tout. Ben, trop de fun là-dedans. Mais c'est vrai que j'ai eu des patrons inspirants. J'en ai encore un d'ailleurs. Là, je peux lancer des fleurs, mais j'ai un patron qui est hyper inspirant. Et j'ai eu dans le passé des patrons inspirants qui sont encore des amis personnels. En fait, je côtoie certains de mes anciens patrons que je côtoie encore parce qu'on est devenus des amis personnels. Là, tu sais, et des courtiers d'assurance aussi. OK. Alors, non, c'est un monde fascinant. En fait, c'est béni, là, béni des dieux. Là, tu sais. On appelle ça avoir le cul béni. On a-tu le droit de dire ça en nom, d'avoir le cul béni? Oui. Ben oui, on peut. Moi, je considère que j'ai eu le cul béni, bien comme il faut, parce que je suis tombé accidentellement dans un domaine que j'adore. J'aurais jamais pensé avoir autant de plaisir à travailler, parce que dans le fond, c'est un peu ça, ma vie, puis la vie de plusieurs collègues et clients que je connais qui ont du fun à faire ce qu'ils font. Puis je pense qu'on n'est pas maltraité non plus. Là. Tu sais, aujourd'hui, là, on va dire les vraies affaires. Là. Le domaine de l'assurance a fait de moi quelqu'un de très à l'aise financièrement, en pleine forme physiquement. La retraite va venir dans quelques années. On ne sait pas encore quand. Ma femme me pose la question à tous les matins, mais on ne sait pas encore quand. Mais on sait qu'on va arriver à la retraite en santé, financièrement à l'aise, et en ayant eu énormément de plaisir, puis avec un sentiment d'accomplissement. C'est ça que l'industrie d'assurance offre. Moi, quand je vois aujourd'hui, oui, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, tout ça, mais si j'avais à parler à des jeunes prospects qui cherchent un domaine puis qui regardent, hey, il n'y a rien comme le monde de l'industrie de l'assurance de dommages. Je connais moins les autres domaines d'assurance de vie collective ou whatever, mais dans l'assurance de dommages, là, courtage, compagnie, c'est vraiment un domaine où tu peux t'accomplir puis tu peux avoir du fun. En plus, on a la chance de ne pas être victime des aléas de l'économie. Tu sais, je veux dire, c'est tout un avantage. Moi, je dis souvent ça à mes employés. Je dis, hey, tu sais, des fois, tu as un problème, tu appelles ça un problème. Il y a pire que ça dans la vie. N'oubliez pas qu'on est dans un domaine où l'économie ralentit, l'assurance, tu en as toujours besoin. Très stable. L'économie marche à peine, l'assurance, elle va bien aussi. Alors, c'est tout un privilège, ça, là. Des fois, tu as des gens qui travaillent pour des grosses industries, des grosses compagnies solides, comme est-ce qu'on a vu, mais l'économie fait planter ces domaines-là, ce qui n'est pas le cas de l'assurance. Ouais. Bien, nous, on se maintient, puis tu parlais de joie dans le travail, puis de plaisir, mais tu le dégages tellement. Moi, depuis... en tout cas, depuis qu'on te connaît puis qu'on te voit, tu es quelqu'un qui dégage tellement le plaisir dans l'industrie, le travail, oui, mais les relations humaines. Fait que pour moi, tu es une personne inévitable là, pour l'industrie actuellement. Fait qu'écoute, c'est vraiment à ton honneur. Hey, merci. Écoutez. C'est pas faux. Mais avant d'aller plus loin. Attends, on revient là. Oui, mais c'est ça, parce que je voulais savoir. Mais là, c'est parce que je vois vos feuilles. Je ne sais pas ce qu'il y a comme question là-dessus. J'aime bien mieux tirer à la sauce sur le fun au travail et tout ça. C'est correct. On va peut-être éviter une question piège ou deux. Non. On va revenir dans le crunchy. Là, on va vous dire une affaire. Vas-y. Là, on jase. On jase autour d'une table. Yes. Arrivez-moi pas dans 3, 4, 5 ans et dire « Hey, t'avais dit ça au podcast, tu l'as pas fait encore. » Je ne signe pas des affaires avec mon sang. Là, ici, là. C'est bon. Non, mais on parle en toute honnêteté. Qu'est-ce qui t'a amené dans le groupe de l'Unique?
On est parti de Travelers, là, on s'est rendu à Travelers. Qu'est-ce qui s'est passé avant de... Parce que là, on le sait, l'unique chef de la direction chez l'unique Assurance Générale, mais j'aimerais ça en apprendre un peu plus sur... Oh boy, écoute, il y en a eu là, du parcours parce que chez Travelers, après Travelers, j'ai quitté pour m'en aller chez Continental, qui est l'ancêtre de Lombard, qui est l'ancêtre de Northbridge. Okay? Oui. Fait qu'il y a bien des ancêtres là-dedans. Oui. Alors, c'est ça. Je suis allé travailler chez Continental, qui était une école extraordinaire. J'ai des chums. Richard Lapierre, dans le temps, qui dirigeait, qui était le patron. Et puis, ça a été tout un apprentissage pour le commercial. Puis, j'ai commencé aux lignes personnelles, en particulier chez Travelers. Il s'est ouvert un poste au commercial. Là, je suis allé au commercial, puis c'était des belles jobs. Tu étais responsable du territoire. Fait, tu t'occupais de la représentation, des nouvelles affaires de renouvellement. Tu étais en charge de la souscription de la représentation de ton territoire. Fait, quand je suis arrivé chez Continental, c'était du go commercial. Alors là, c'est des années agressives. Là. On brisait le marché parce que dans ce temps-là, les taux d'intérêt étaient dans le plafond à ce moment-là. Là, on est dans quelles années à peu près? Là, on est en 86, OK? De 86 à 90. Alors, à ce moment-là, les taux d'intérêt étaient très élevés, fait que tu n'avais pas besoin de faire un gros profit technique, un gros profit de souscription, parce que tu faisais tellement d'argent avec les revenus d'investissement que là, la commande, c'était, je me souviens à l'époque, chez Continental, Bill Ward, qui était le président à Toronto, disait « Il faut qu'on poigne les 500 millions au Canada cette année. » Fait que la commande, c'était d'aller chercher du volume. On coupait les primes. On avait mais c'était quand même correct dans le sens que tu avais une façon de souscrire qui était simple mais efficace. Tu regardais le risque physique, le risque moral, le financier, le risque de responsabilité civile, l'expérience de sinistre. Quand tu avais fait le portrait, là, tu disais « Regarde, la prime, on peut se permettre d'être agressif quand il cochait tous les cochets. » Mais là, on était un peu trop agressif. On brisait le marché là, parce qu'on pouvait pogner un risque qui s'écrivait à 75 000 puis le ramener à 45 000. T'sais. Oh wow! Fait que, tu sais, tous les assureurs nous haïssaient. Tout le monde nous haïssait. Et les courtiers nous haïssaient aussi parce qu'il y a des courtiers qui perdaient des comptes. Puis, tu sais, c'est dur à remonter après ça. Puis, fait que ça a été une école. Mais j'ai adoré ça parce que j'ai appris mon commercial, le gros commercial. Là. Après ça, là, j'ai été recruté par Zurich, qui, pendant que j'étais chez Continental, ont acheté Travelers. Ouais. Alors, à Québec, puis ça, c'est toujours à Québec. Là, Zurich est venu me chercher, puis on m'a offert un poste de superviseur de la souscription. Alors, je retombais dans mon ancienne boîte, parce qu'à Québec, c'était un peu la grenouille qui avale le bœuf, parce que Zurich avait peut-être 5 employés, puis il y avait au-dessus de 100 employés de Travelers. OK? Mais c'est Zurich qui achète Travelers. OK? Alors là, moi, je suis revenu, je connaissais tout mon monde, là, en 90. Là, je suis revenu chez Zurich. Et là, j'ai travaillé chez Zurich, mais là, j'ai commencé superviseur de la souscription. Ensuite de ça, directeur régional. Là, j'étais directeur régional, fait que... Puis c'était quand même intéressant. On avait un programme, par exemple, avec Marsh sur les stations de ski du Québec. On assurait 3/4 des stations de ski du Québec. On assurait le Cirque du Soleil à l'époque. Ça, c'était un compte qui était sur mon bureau. C'est moi qui m'en occupais. Pendant 3 ans, on assurait le Cirque du Soleil qui avait des tournées en Europe, qui avait des tournées. Fait que moi, mon passé était plus dans le commercial, puis dans assez gros commercial. Ben oui. Parce qu'on dealait, on s'occupait du Workman's Compensation, parce qu'on dealait avec Ashomberg en Illinois, la maison mère de Zurich. Puis on ficelait tout ça. Là. C'était quand même assez corsé. Fait que, puis ça, j'adorais ça. Là. Et ensuite de ça, après Zurich, là, il y a eu des situations un peu plus difficiles chez Zurich à l'époque parce que, disons que on a eu un changement de présidence et là, les stratégies, c'était une personne qui dirigeait une filiale de Zurich aux États-Unis. Et le marché du Canada, c'est pas la même chose que le marché de la Californie ou aux États-Unis. Et là, il a implanté des stratégies au Canada très, très, très ciblées. Là. Tu sais, il fallait qu'un compte commercial, là, à l'époque, là, il faut se ramener en 94-95, ouais. Où est-ce qu'il fallait qu'il y ait un minimum de temps de recette, il fallait qu'il exporte aux États-Unis. Fait que là, quand tu regardais pour rencontrer tous les critères, là, tu regardais dans ton marché et tu te disais, non, mais que j'aille coter une trentaine de comptes, mais on va faire le tour du village. Fait que là, le volume a baissé, parce qu'à Québec, on devait écrire à peu près 35 millions à l'époque, puis ça a baissé. Fait que là, ça a été la période aussi plus difficile. Mon patron, ma patronne, en réalité, était à Toronto à l'époque, puis la philosophie ne collait pas bien. Puis là, à un moment donné, tu te dis, tant qu'à me chicaner,
Si tu veux prendre des décisions, va-t'en à Toronto, tu sais. Puis même, on m'avait déjà offert, d'ailleurs. Puis ça, j'ai toujours... Tu l'as pas considéré ou... Moi, il y avait un critère de base, c'est que mon épouse, Monique, que 3/4 de mes coursiers connaissent, elle avait le droit de veto, tout le temps. Alors, il y a des choses qui ont été intéressantes, qui m'ont été offertes, autant à Montréal qu'à Toronto à l'époque. Puis, moi, je dis à Monique, c'est toi qui décides, puis tu n'entendras jamais parler. Ça me tenterait. Qu'est-ce que tu en penses? Mais Monique, plus que 15 minutes de Place Laurier, c'est loin. Fait que, ça, je me battais contre Place Laurier. Et aussi contre ma famille, sa famille, c'est tout dans des rayons de 5-6 km de chez nous. Puis on a toujours été très, très, très familial. Alors ça, c'était un gros sacrifice. Ou ça aurait été un sacrifice pour moi, puis je n'ai jamais voulu y imposer ce sacrifice-là. Puis je l'en remercie vivement aujourd'hui, parce que ça n'a pas de bon sens, là. À Québec, comment est-ce qu'on est favorisé? Je veux dire, c'est quand même une belle ville d'une belle taille, où ce que tu fais ce que tu veux comme tu veux, puis c'est sécuritaire, puis les coûts ne sont pas les mêmes. Mes enfants ont été élevés là, puis en tout cas, on a toujours été heureux de rester là. Je me félicite, puis je la remercie d'avoir resté. Sauf que, où j'en étais, c'est qu'à ce moment-là, tu ne te bats pas si la philosophie de l'organisation ne fait pas ton affaire. Tu as le droit, mais prends tes décisions. Et là, c'est un pur hasard. Puis ça, c'était une drôle de situation parce qu'à un moment donné, j'étais dans cette situation-là où j'étais plus ou moins heureux. Dans le Soleil, le journal Le Soleil, papier, dans le temps, j'ouvre dans les offres d'emploi, il y a une pleine page. Missisquoi, à l'époque, veut ouvrir une succursale à Québec et se cherche un directeur de succursale. Puis il n'y a rien, il n'y en a pas de succursale. Il y avait juste mon ami Luc Laliberté qui était représentant dans le territoire, puis il y avait une couple de personnes, des sinistres à l'époque. Et je regarde ça, je suis en train de déjeuner. Fait que je dis à Monique, ma prochaine job, c'est celle-là. Puis là, j'ai appelé, c'était un chasseur de tête. J'ai rencontré les dirigeants de Missisquoi à l'époque. Missisquoi à Fredericksburg. Oui. Dans une bâtisse. Puis c'était une petite mutuelle, hein, ça appartenait à Econo. C'était comme une petite mutuelle. Oui. C'est mutualiste. Econo est une mutuelle qui est en train de se démutualiser aujourd'hui. Alors, écoutez, je vais rencontrer les dirigeants de cette organisation-là. Puis là, tu arrives à Fredericksburg, le siège social. Tu cherches un édifice à bureau. C'était une ancienne école, toi. C'était ça, le siège social. Mais ça a été extraordinaire parce que là, on partait de nouvelle aventure. Tu pars, tu as un budget de 25 employés. Il y a un local, il n'y a même pas de tapis, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas rien. Et là, on est en décembre 95, OK? Puis ça, c'était après un épisode aussi. Il faut dire que chez Zurich aussi, il fallait downsizer parce que vu qu'on sortait du volume, il fallait congédier. Il y a une journée, j'ai été obligé de congédier 15 personnes d'un coup chez Zurich. Ça, c'est les pires souvenirs de ma vie sont là, tu sais. Des gens que tu adores, des gens qui font un bon travail, qui sont dévoués corps et âme, mais là, il y a des décisions qui se prennent, tu downsizes, tu es obligé de congédier, etc. Puis là, tout d'un coup, je tombe dans un mode où est-ce que on part une nouvelle aventure, on décolle une succursale. Puis en plus de ça, que les gens que j'avais congédiés il n'y a pas tellement longtemps, c'était toutes des bonnes ressources, puis il y en a plusieurs là-dedans. La manière que Zurich faisait ses packages, c'est que si tu te trouvais un emploi avant 6 mois après ton congédiement, ils te coupaient ton package en 2. Fait que personne n'est pressé de se trouver de quoi. Ben oui. Moi, j'arrive, je pogne cette job-là, puis là, j'ai un budget de 25 employés. Puis là, on part une nouvelle aventure. Fait que je sais-tu qui c'est que c'est les bonnes ressources, tout ça qui sont disponibles. Fait que j'ai été béni. Et là, je me suis remonté une nouvelle équipe. Ça a été une aventure extraordinaire, ça. On a eu du plaisir, là, à l'époque de Missisquoi. Puis s'il y a des gens, à un moment donné, qui voient le podcast, là, ils vont dire, oui, il a raison. Il a donc bien raison. C'était donc bien une belle période. Et puis, ça a duré de fin 95 à aller jusqu'en 2000. Et pourquoi aller jusqu'en 2000? C'est parce que moi, j'ai un de mes amis, aujourd'hui Jean Tardy, qui était président de l'UNIC à l'époque. Il m'avait appelé à un moment donné, puis il m'avait rencontré, puis il m'avait offert quelque chose qui était bien intéressant, qui n'était pas pire, mais sauf que ça faisait pas tellement longtemps là, qu'on avait décollé Missisquoi. Ça faisait 5 ans? C'est ma famille, là, tu sais. Non, mais même avant ça, okay. Lui, il m'avait rencontré, ça devait faire 3 ans à peu près. Là, j'ai dit non, ça fait pas assez longtemps, puis j'ai dit, tiens, on est une famille, puis je peux pas... c'est intéressant ce que tu m'offres là, mais non, c'est trop tôt. Et puis il est revenu à charge 2 ans plus tard.
Puis il avait dit, mais puis là, le poste était un peu différent. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là aussi, beaucoup, c'est que partout dans mes jobs antérieurs, c'était confiné au territoire de l'Est du Québec, OK? Mais chez Zurich, j'étais quand même responsable. J'avais Sherbrooke, j'avais Trois-Rivières, la Mauricie, puis j'avais tout Bas-du-Fleuve, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Beauce, puis la région de Québec. Mais sauf que j'avais jamais eu, tu sais, la région de Montréal, Rive-Sud, Montérégie, Lanaudière, etc. Et là, c'était un poste plus provincial. Là. L'Unique n'était pas un gros assureur. Là. Écoute, ça écrivait 39 millions à l'époque. Donc, c'était avant la capitale. Oh, ouais, OK, la capitale n'était pas dans le... Pas pantoute. C'était Citadel qui était propriétaire. D'ailleurs, j'ai vu une plaque de Citadel tantôt. Ouais. Ben oui. C'était Citadel qui était propriétaire de l'Unique au Canada, dans le sens que Citadel faisait des lignes personnelles et du commercial partout au Canada, sauf au Québec. Au Québec, l'Unique faisait des lignes personnelles et Citadel faisait du commercial. C'est comme ça que ça fonctionnait. OK? Alors, là, c'est l'Unique qui cherchait un directeur des ventes, donc pour développer le réseau. Fait que c'était un assureur qui n'était pas connu bien, qui n'avait pas beaucoup de notoriété auprès des courtiers. Moi, je connaissais beaucoup les courtiers de la région de l'Est, puis pour plusieurs raisons, mais pour les différents assureurs que j'avais faits. Tournoi de golf, j'étais déjà impliqué dans les tournois de golf dans le temps, tout ça, tu sais. Alors, là, j'ai dit, ça fait 5 ans, là, j'ai quand même fait ce que j'avais à faire chez Missisquoi. Là, je suis allé à l'Unique. Et là, ça a été une belle aventure, là, avec Jean, là. Mais c'était tout petit, puis dans le temps, Citadel s'occupait, on faisait ce qu'on voulait, là. Il n'y a personne qui nous surveillait ou qui gérait. C'est vraiment, là, on était la petite équipe de direction dans le temps, là. André Boucher, Jean Tardy, Richard Consigny, en tout cas, qui gérait la compagnie vraiment. Et puis, jusqu'à l'acquisition par la capitale. Mais comme je vous dis, on écrivait 39 millions quand je suis arrivé là. Il n'y avait pas de surplus pantoute, là. L'argent d'un coffre, là, il n'avait pas. D'ailleurs, c'est ce qui me faisait hésiter. Puis c'est la seule fois de ma vie que j'ai dealé une affaire de même, parce que moi, le défi m'intéressait beaucoup, puis je disais à Jean, je disais, regarde, c'est beau, puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a de quoi à faire, là. Vous avez des beaux avantages, tout ça, pour développer cette patente-là, mais il n'y a pas d'argent dans les coffres, puis 2-3 années que ça va mal, là. Non, fais-toi-en pas, ils vont injecter de l'argent, le siège social va en remettre. Oui, ça, je l'ai entendu déjà, jusqu'à temps que le siège social décide de plus en remettre, là, tu sais, parce que ça faisait quand même un bout de temps que l'Unique existait, puis il n'y avait pas bien de surplus dans les coffres. Mais c'est vrai qu'il y avait eu le verglas aussi, qui est arrivé en 98, puis là, n'oubliez pas qu'on est en début 2000. Ouais. Alors, morale de l'histoire, j'ai dit, OK, mais tu vas me donner un filet d'1 an de salaire. Là, dans ce temps-là, c'était pas commun. Je disais, peu importe ce qui arrive, là, je perds ma job, on est vendu, tu n'es pas content, ça me prend un an de salaire. Parce que pour toi, c'était un gros défi, c'était un transfert qui était un enjeu, qui était risqué. Non, bien, c'est pas ça, c'est que c'est risqué. C'est une compagnie qui n'a pas de capitaux. Aujourd'hui, ça en prend des capitaux. Si tu veux avancer, tu veux investir, tu veux développer, il faut que tu développes ton informatique. Tout ça, c'est Joël Tremblay qui dirigeait l'informatique avec une petite équipe de rien, là, mais du monde talentueux, passionné. Ça, c'était une compagnie de gens passionnés. OK? Quand je suis arrivé là, finalement, ce que je te dis là, il n'y a jamais eu d'enjeu de ce côté-là parce que là, on a eu des bonnes années. On a commencé, on est allé chercher certains transferts au début. Puis c'était une période plus difficile quand je suis arrivé là parce que ce qui était arrivé, c'est que l'Unique avait eu un épisode plus tough dans le passé parce qu'il y avait Robert Dupont, l'ancien président, qui avait quitté. Il avait parti une nouvelle compagnie, l'Exclusive. L'Unique avait perdu des volumes aux mains de l'Exclusive, etc. C'était toute une vieille histoire, ça, là. Alors, puis là, on a eu quelques bonnes années, on a renfloué un peu, puis là, la capitale est arrivée, intéressée à faire l'acquisition d'un assureur par courtage. Puis la connexion de ça s'est faite parce que Jean Tardy, qui dirigeait l'Unique à l'époque, était un bon chum de Réal Circé de la capitale. Il allait à la pêche ensemble, il organisait des voyages de pêche ensemble. Et puis à un moment donné, la Citadelle voulait se départir de l'Unique, en fait. Et puis Jean avait dit, écoutez, je vais vous trouver un acheteur. Puis là, il avait parlé à Réal, qui dirigeait la capitale au niveau du dommage. Puis Réal a dit,
hey, ça nous intéresse au bout un assureur par courtage. Parce que là, la capitale avait eu une bonne croissance. Hein. Tu sais, la capitale, c'était les prélèvements à la source avec les employés du gouvernement. C'est comme ça que la capitale s'était développée. Puis c'est Réal qui avait mis ça sur pied à l'époque. Puis c'est comme ça qu'il a mis la capitale au monde dans le dommage. Et là, ça avait connu beaucoup de développement. Mais là, il se disait, hey, dans le courtage, là, il y a du potentiel en maudit. C'est l'autre moitié du marché, puis on n'est pas là pantoute. Oui, on est intéressé. Alors, quand la capitale a fait l'acquisition de l'Unique, moi, je me souviens que j'avais vu ça tellement comme une bonne nouvelle, parce que c'était une bonne nouvelle aussi, parce que moi, ça me permettait de dire à mes courtiers, à mes clients, écoutez, non seulement vous ne perdez pas un joueur, parce qu'on aurait pu être vendu à un autre joueur dans le courtage, mais vous allez maintenir, mais là, on est à côté à une plus grosse organisation, plus de moyens, plus de capitaux, ça vient assurer la pérennité de l'Unique, tout simplement. Et puis, en plus qu'on commençait à faire du commercial parce que la capitale nous achetait. Puis nous autres, on avait commencé à parler qu'on voulait commencer à faire du commercial à l'Unique, même au sein de la Citadelle. Parce que la Citadelle voulait s'orienter seulement sur le gros commercial. Puis moi, je disais, écoutez, les amis, si l'Unique fait juste des lignes personnelles, puis la Citadelle fait juste du gros commercial, on va mourir, là. Les courtiers ont besoin d'un marché, pas juste d'un marché de lignes personnelles. Il faut au moins que je sois capable de faire du petit commercial. Il faut en faire à l'Unique. Fait qu'on avait commencé à travailler là-dessus. Et là, la capitale disait, big time, il faut développer le commercial. Là, ils ont donné le go. Donc, les courtiers, non seulement ils ne perdaient pas le marché de l'Unique, mais là, il y avait un nouveau marché pour faire du commercial, parce que là, on mettait le pied sur l'accélérateur pour développer des systèmes pour faire du commercial. Puis toi, comment tu as vu ça? Parce que, bon, c'est l'acquisition par un assureur direct. Toi, tu es pro-courtier, parce que tu l'as déjà dit tantôt, ça te parlait, les gens qui développaient leur petite affaire, puis qu'ils arrivaient à créer des entreprises assez intéressantes. Ça te faisait pas un peu peur de dire, hey, là, je vais relever d'un pan direct, ça va-tu changer nos façons de faire, notre mentalité, de voir est-ce que... Ça, pas en tout, parce que l'équipe en place à l'époque, là, c'était extraordinaire, parce que les gens de la capitale, OK, c'est du monde qui connaissait le marché du Québec à fond, évidemment, parce qu'il y avait du succès, puis ils se fiaient beaucoup sur nous autres pour le marché du courtage. Puis même, combien de fois j'ai entendu par la suite, même j'ai déjà entendu Christian Fournier, qui est mon patron actuel, dire « Je pense que la capitale a plus appris suite à l'acquisition, a plus gagné suite à l'acquisition de l'Unique que l'Unique suite à l'acquisition. » Puis ça a été gagnant de tout bord, de côté, là, tu sais. Nous autres, là, ça nous a permis, on n'aurait jamais été capable de développer des systèmes informatiques comme on a développé là, de développer les systèmes de commercial, de partir le commercial comme on l'a fait, d'aller chercher les ressources, tu sais, ça prend du jus, ça prend des capitaux. Oui. Ça prenait de l'argent. Ils venaient de nous acheter, puis on disait, regarde, pour refaire notre guichet unique, là, on pense que ça va coûter à peu près tant, on aura besoin d'un budget de temps. Puis c'était go, les gars. Le rubber stamp, c'était tout de suite, là. C'était-tu le début du guichet unique qu'on connaît aujourd'hui? Il existait déjà, mais il y avait besoin d'un sérieux revampage, je te dirais. Là. Oui. C'était le même, mais la version que tu as là, c'est celle qu'on a refaite en 2005. OK. Qu'on a renippé en 2005. C'est la version actuelle qu'il y a eu. On lui a donné de l'amour au fil des années, là, mais je te dirais qu'à l'époque, là, c'est on là va en venir à la technologie. Oui. Ça va être notre oui, on va pas aller trop vite. Mais avant d'aller là, ça fait combien d'années? C'est correct, à date, là, ça se passe. Oui, ton poste actuel, ça fait combien d'années? Chef de la direction, puis tu sais, c'est... Comment tu bien, d'abord, moi, j'étais vice-président vente et développement des affaires. Fait que je dirigeais. Même quand la capitale nous a acquis, bien là, à ce moment-là, je chapeautais quand même le développement des affaires, les lignes personnelles, puis l'indemnisation aussi. Ben, j'avais Richard Consigny. Richard, à l'époque, relevait de moi. Fait que quand il y a eu l'acquisition par la capitale, bien là, évidemment, il y avait une vice-présidente indemnisation qui s'appelait Marie-Claude Dulac, qui prenait le volet indemnisation. Fait que moi, je continuais de m'occuper de développement des affaires et l'assurance des particuliers. Et puis, j'avais Guy Ferland, qui était vice-président d'entreprise à ce moment-là, qu'on avait été chercher à l'Union canadienne. Guy chapeautait la souscription à l'Union canadienne. On l'avait volé à l'Union canadienne. C'était un de mes chums. Puis, il s'est envenu vice-président d'entreprise pour partir le commercial à partir d'une page blanche. Là, tu sais, il fallait le faire. Là, tu sais, mais Guy, c'était le bon gars pour ça. Mais à ce moment-là, j'ai été vice-président aux ventes et développement pendant un grand bout de temps. Puis j'ai toujours eu bien du fun là-dedans. Puis on ne sait jamais, là, dans la vie, comment ça va virer. Là. Quand je vous dis, tu sais, le monde de l'assurance, toujours plein de surprises.
Moi, là, c'était parfait. Je m'en allais là-dedans. J'avais du fun, puis je finissais ma carrière sur cette chaise-là, puis j'étais aux oiseaux. J'ai bien aux oiseaux. Et puis, à un moment donné, il y a mon ami Mario. Bien, il y a eu un épisode, puis ça, il faut le dire, là, parce qu'il y en a tout le temps dans la vie de ça. À un moment donné, Jean Tardy annonce sa retraite. Fait que ça faisait quelques années. Jean, c'est en 2011 qu'il a annoncé sa retraite. Fait que moi, j'étais vice-président au développement des affaires depuis 2004. Et à ce moment-là, bien là, quand même, c'est quand même une bonne organisation où il y avait des vice-présidents exécutifs puis bien du monde qui était intéressé par le poste agent. Fait qu'il y a eu évidemment un appel de candidature dont je faisais partie. Oui. Puis j'avais pas eu le poste à ce moment-là. Puis j'étais un petit peu désappointé de ça. Puis c'est Mario Cusson qui avait obtenu le poste de chef de l'exploitation de l'UNIC à ce moment-là. Il faut que je fasse attention à ne pas l'accrocher, ça fatigue les gens. Parce que je gesticule un peu. Et c'est Mario qui l'avait eu, puis j'avais été un peu désappointé de ça parce que je me sentais prêt, puis je me disais, il me semble que... Mais ça dure une fin de semaine, puis ça vient de s'éteindre, là. Puis après ça, tu dis, hey, garde, là, ça ferait à fil jusqu'au coin de la rue pour avoir ma job, là. Puis j'ai du fun. J'avais du fun hier, puis pourquoi j'aurais pas de fun? Fait que ça dure pas bien longtemps. Et Dieu merci, parce que j'ai remercié Mario par après d'avoir pris la job. Pourquoi? Parce qu'on a eu un épisode du côté du cautionnement avec des situations excessivement complexes dans le cautionnement. Des choses qui n'ont pas été faciles, ou on était sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû faire. Et ça prenait un comptable agréé pour démêler tout ça. Mario, c'est un comptable agréé. Je ne suis pas comptable agréé, moi. L'économie, là, c'est pas de la comptabilité. Okay? Alors, morale de l'histoire, Mario était vraiment le bon gars pour débroussailler ça, dédramatiser la situation, faire les constats qu'il fallait auprès du conseil d'administration, etc. Et aujourd'hui, on est tellement fiers de notre département de cautionnement parce qu'on fait de l'argent bon à mal avec le cautionnement. C'est rigoureux, c'est stédé. On a une équipe extraordinaire là. Mais tout ça pour dire que j'étais bien déçu pour avoir la job. Par après, j'ai dit, une chance que je n'ai pas eu la job, parce que j'aurais vieilli de 3 ans par année, à peu près, avec ces problèmes-là. Tu sais, j'aurais pu un cheveu sur la tête. Puis par la suite, sans crier gare, en 2018, l'organisation qui était la capitale à ce moment-là décide de faire une transformation. Faire une transformation, c'est-à-dire revoir en profondeur comment on peut aller une coche de plus avec l'aide d'une firme qui s'appelle McKinsey. McKinsey, c'est des spécialistes de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, avec l'aide de McKinsey, on revoit en profondeur toutes nos façons de faire. Puis comment on fait pour les prochaines années pour passer à une autre étape. Et on approche Mario pour le mettre chef du bureau de la transformation. Alors, Mario accepte ça. Puis Mario, pour lui, c'était un mandat de quelques années parce qu'il disait ça va être... Alors là, Mario s'en va chef du bureau de la transformation. Et on m'approche, puis on me dit, bon, Christian Fournier, qui est mon patron actuel, dit, est-ce que ça t'intéresserait? Ben, il y a eu quand même un appel de candidature, mais on t'a tapé sur l'épaule, puis on a dit, on aimerait ça. En tout cas, finalement, on ne m'offlait pas ça. J'attendais pas ça pantoute, là. Pas pantoute. Fait que c'est pour dire, là, tu sais, des fois, il va arriver des choses dans vos carrières. Puis là, tu dis, t'auras envie de tout foutre ça en l'air, puis là, t'auras envie de péter ta coche, puis de... Non. Respire, prends ton gaz égal, là, puis tu vas voir là, que ça va durer... ça sera pas long, là, tu vas revenir sur tes pattes, ça s'oublie très rapidement, puis tout d'un coup, pouf, il t'arrive de quoi au moment où tu ne t'attends pas. Et moi, ça a toujours été mon rêve, mais je ne l'attendais pas pantoute. Alors, depuis 2018, je dirige... Je suis chef d'exploitation de l'UNIC, puis j'adore ça. Puis j'ai une équipe extraordinaire. Je ne peux pas demander, là, ça n'a pas de sens. De Sears. Ouais. Merci. Non, mais c'est bien. Écoute, avant qu'on rentre dans le... As-tu pensé à tous les fois que je voyais les problèmes de Sears? Puis quand j'ai vu Sears piquer du nez, je me disais, ça se peut-tu dans la vie? Comment de fois que tu arrives à un Y à quelque part? Ouais. On m'aurait offert le poste de directeur de département c'était les sports à l'époque. J'aurais été bien content, puis ça aurait été probablement la pire affaire qui n'aurait pas pu m'arriver dans la vie. Là. Parce qu'on ne serait pas là, puis on ne se parlerait pas. Non. Puis j'aurais pas eu de fun comme j'en ai eu là. C'est sûr et certain. Mais en parlant de fun, une question hors assurance. Bon, tu dois avoir des passions, tu es quelqu'un de passionné. Ah oui, on le sait. Tu sais, qu'est-ce qui... En dehors des 80, 100 heures de travail par semaine,
Bon, on blague un peu, mais je veux dire, tu dois prendre du temps personnel. Tu sais, c'est quoi tes passions? T'es-tu un pêcheur? C'est quoi les sphères qui t'allument? Je suis un bon amateur de pêche. J'adore la pêche, ça c'est sûr. Pas fait de pêche pantoute cette année. Ben, on s'est acheté un chalet au lac Joseph. Ça a l'air qu'il y a du brochet, du doré, de la perche chaude, du masquinongé dans ce lac-là. J'ai tout pêché ça en masse. J'ai même pas mis une ligne à l'eau encore. Puis on a acheté ça le 18 de juin. Fait que pour dire, là, mais là, j'ai bien des affaires à arranger puis à mettre à mon goût, là. Ça, j'ai hâte de remettre une ligne à l'eau. J'adore la pêche à la mouche, entre autres. Et puis ça va faire 2 ans là, que j'ai pas été à la pêche. Mais beaucoup d'activités familiales, je dirais. Là, tu sais. On est tricoté pas mal. On appelle ça la tribu, là, notre tribu. Et puis... en fin de semaine, même on était illégal, malheureusement, je suis obligé d'avouer, parce qu'on est à 21 exactement chez nous samedi soir. Tu sais que c'est enregistré, là, ce que tu nous dis là. Oui, je ne devrais pas dire ça, j'étais illégal. Mais sauf qu'il faut dire qu'il y en avait un de 2 ans, mon petit-fils de 2 ans, puis ma petite-fille d'1 an, qui vient juste d'avoir 1 an. Fait que ça, les deux, on peut les compter pour un. Fait que ça nous ramène à 20. Fait qu'on est juste correct. C'est des demi. Puis on fêtait les 60 ans d'une de mes sœurs, on fêtait le 40e anniversaire de mon frère aîné de mariage. Alors, ça, il y en a beaucoup. Des parties de famille, je peux dire que c'est une passion parce que c'est dur à décrire, là, mais je peux vous dire que c'est intense, nos parties de famille, parce que quand il y a des fêtes de même, tout le monde compose des chansons. Wow. Donc, on va chercher des trames musicales, puis c'est très humoristique. Puis mettons que c'est la fête de quelqu'un, bien là, chacun de son bord a une chanson à composer pour la fête de la personne. Puis là, on a l'écran. Moi, je rentre toutes les paroles sur un PowerPoint avec des photos. Puis là, on fait une soirée en chanson puis en déconnage. On rit pour brailler. Là. Ça n'a pas de sens. Fait que, on en parle pendant des mois après. Non, c'est ça. Puis mes parents sont encore bien corrects, bien en forme. J'ai encore mes parents aujourd'hui, 88, 89 ans. Fait que, tu sais, je voyais tout bas de côté, là. Fait que, pas de raison de ne pas avoir un sourire accroché dans la face, là, tu sais. Hey, moi, je résume tout ce que tu nous as dit, là. Yves Gagnon, c'est un gars qui fait confiance à la vie. Il arrive des choses dans la vie, il faut les accepter. Puis des fois, c'est pour le mieux, dans un sens. On l'a vu avec Sears, on l'a vu avec... Presque toujours pour le mieux, dans le fond. Un gars de passion. Un gars de famille. La famille, elle change, là. Beneva. Hey! Je m'en vais là, tu me vois venir, hein? Okay. Peux-tu nous en parler? Peux-tu nous parler un petit peu des changements que la famille, là, elle prend un nouveau virage? Je te laisse. Ça, c'est des bonnes nouvelles, je peux vous dire. C'est des bonnes nouvelles pour tout le monde. C'est des bonnes nouvelles pour nous autres. C'est des bonnes nouvelles pour les courtiers. Parce que c'est quand même une mutuelle. C'est la plus grosse mutuelle d'assurance au Canada. SSQ, là, ça faisait 75 ans là, que ça servait du monde au Québec, puis ça connaît le marché du Québec. Très fort en collectif, en vie individuelle. En dommages, c'est plus mineur en dommages. Du côté de la capitale, un autre mutuelle qui est là depuis 75 ans. Très fort dans le dommage, un petit peu moins gros dans le collectif, mais quand même solide, avec la vie individuelle. Aujourd'hui, tu fusionnes ces deux mutuelles-là, puis tu te ramasses avec une super mutuelle qui est solide dans tous les secteurs. Donc, c'est très diversifié, mais c'est concentré sur l'assurance. Le core business, c'est de l'assurance. C'est de l'assurance collective, c'est de l'assurance vie individuelle, puis c'est de l'assurance de dommages. Puis c'est solide dans chacun des secteurs, là. C'est pas rien, là. Fait que c'est 5,5 milliards de volume. Donc là, on peut passer à une autre étape. Parce que la capitale pris individuellement, c'était pas négligeable pantoute. Puis SSQ pris individuellement, c'était pas négligeable pantoute, mais pas assez solide pour dire on peut devenir un joueur significatif à l'échelle canadienne. Canadienne, okay? Quand tu merges les deux, là c'est le bonheur total. Parce que là, pour le courtage spécifiquement, je peux vous dire que là, on a des moyens la pérennité de l'unique est carrément blindée, là, dans le sens que là, on a les moyens d'investir en techno. Vous le savez, le numérique, puis tout ce que ça va prendre tantôt pour performer dans cette industrie-là. On va avoir notre gros bloc sur le numérique. En tout cas, là, juste après. Dire, on est un joueur, on est un vrai joueur. Là. Fait que là, tu peux nous rassurer que l'unique, il s'en va pas nulle part. Là. Il est là pour rester. L'unique est une filiale de Beneva.
Nous autres, on est bien, bien fiers de ça. Vous allez voir Beneva. C'est sûr que Beneva, là, vous en allez entendre parler de plus en plus. Le nom de la capitale va disparaître dans le sens que l'année prochaine, ça va être Beneva. Le nom de SSQ, à partir de 2023, ça va devenir Beneva. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un gros marketing qui va être fait, puis vous allez entendre parler beaucoup de Beneva. Oui. Puis Beneva va grossir, là, puis Beneva va faire du direct aussi, puis il va souscrire des polices, puis il n'est pas dit que vous ne perdrez pas des clients aux mains de Beneva de temps en temps, c'est sûr. Mais sauf que Beneva va amener l'unique ailleurs. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose non plus, c'est que je pense, j'ai vu un chiffre, c'est quelque chose comme 60% du volume d'affaires de Beneva qui est transigé par des intermédiaires, que ce soit des courtiers d'assurance ou des TPA dans le collectif. Fait que ce soit en vie, en dommages. En dommages, là, les amis, on va finir pas loin de 700 millions, 660. L'unique, on va dépasser le 500 millions, là, je vous le dis. Là. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours, mais si je le dis là, c'est parce que je suis pas mal certain qu'on va dépasser 500 millions cette année. Chez Unica, on doit avoir 160 millions en Ontario. OK. OK, on va dépasser ça. Alors, au total, là, on va frôler le 2 milliards d'assurance de dommages, OK, sur 5,5 milliards, le reste étant du collectif puis de la vie individuelle. Alors, mais les partenaires, c'est très, très important pour Beneva. Fait que pour Beneva, là, les valeurs puis la culture de Beneva, c'est extraordinaire. C'est l'individu au cœur de la patente. La préoccupation première, c'est le service, orientation, client, la coopération, la bienveillance. Beneva, ça veut dire bienveillance. Ça nous rejoint à mort. Puis moi, ce que je dis à mes employés, soyez fiers d'être Beneva. Puis même, ça m'amène à une affaire, parce que j'ai eu cette discussion-là il n'y a pas tellement longtemps. Puis, je vais vous conter pourquoi. Parce qu'on a reçu des espèces de T-shirts Beneva, des très beaux T-shirts mauves. La couleur, c'est mauve. Vous allez en avoir du mauve. Mais, on va-tu l'avoir chez l'unique, la couleur mauve? Non, pas la couleur mauve. Bien, vous allez voir du mauve, je vais te le dire où. Vous allez en voir, par exemple. Parce que quand tu vas rentrer, tu vas te loguer sur le portail, bien là, le tenant avant, là, on ne pouvait plus soutenir ça. Tu vas voir du mauve, tu vas voir Beneva avant de te loguer, mais ça, c'est juste les courtiers, là, pas les consommateurs, les courtiers. Fait que le matin, là, peut-être un courtier qui va dire « Comment ça, le matin, quand je rentre sur le portail, je vois Beneva? » Ben oui, faisant pas une crise urticaire, là, tu vas voir, là, c'est sûr, ça nous aurait coûté des millions si on avait voulu éviter ça, c'était trop cher. Fait qu'on passe par là, puis c'était juste une question de tenant informatique. Mais pour revenir à mon anecdote, l'employé me disait « Hey, on peut-tu porter ça, un T-shirt Beneva? » Big time que tu peux porter ça. C'est quoi cette affaire-là? J'espère que vous êtes fiers qu'on fasse partie de l'organisation de Beneva, autant que tu dois être fier de faire partie de l'unique. OK? L'unique, c'est vrai. Nous autres, on est là pour servir le courtier. On veut être un assureur agile, accessible, humain, à l'écoute, qui donne un super service, qui donne des bons outils, des bons produits, puis un bon service à nos courtiers pour aider mon courtier à se développer. Mais on fait aussi partie de Beneva. On fait partie de la culture de Beneva. Puis cette culture-là nous rejoint à tour de bras. C'est une culture de bienveillance qui met l'individu, l'humain en priorité. Ça, là, ça inclut les courtiers d'assurance, puis ça inclut les intermédiaires dans les autres domaines aussi. Alors, ça, il n'y a rien qui change de ce côté-là. Alors, l'unique est une filiale de Beneva. Est-ce que ça va paraître à quelque part à un moment donné que l'unique filiale de Beneva? Je ne le sais pas. OK? Mais c'est clair, il n'y a pas de cachette. Puis tu sais, on revient dans le passé, là. Moi, je recule, là, à l'époque, quand on a été acheté par la capitale, à l'époque, là, c'était un peu différent parce que c'était... Moi, je disais, soyez contents, là, vous voyez un assureur direct acheter un assureur par courtage. Il me semble que c'était un bon signal. Vous devriez vous réjouir de ça parce que j'avais un paquet d'irréductibles qui m'appelait à tout bout de champ quand il perdait une police aux mains de la capitale, puis il disait, baptême, je viens de perdre encore un compte maudit de capitale, etc. As-tu fini de chialer contre la capitale? La capitale, c'est ce qui va nous permettre de passer les 25 prochaines années. Puis bon, alors, donc la game est là. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'à peu près tous les assureurs par courtage ont un volet direct. Mais je dis, arrêtez d'être gêné de dire que vous faites partie de Beneva. Il n'y a pas de gêne. Puis j'aimerais ça, moi, si j'avais un souhait à formuler, c'est que le réseau de courtiers, de désensibiliser un petit peu le réseau de courtiers au nom de mon propriétaire, qui est Beneva, parce que Beneva, c'est de la bienveillance, c'est bon pour les courtiers. Pourquoi?
parce que ça va faire qu'il y a un assureur par courtage qui s'appelle l'Unique qui va être là encore dans 30 ans. C'est aussi simple que ça. Vous le savez, aujourd'hui, là, vous êtes en manque cruel de marché. Bien, ce marché-là, là, il est réglé. Là. Fais un crochet à côté, tu peux dormir sur tes deux oreilles parce qu'il va être là dans 20, 30. On va fêter notre 45e anniversaire en 2023. Puis je peux vous dire qu'on va fêter notre 50e anniversaire, puis on va fêter notre 60e, puis notre 75e. Okay. Je ne serai peut-être pas au 75e, mais je vais être aux autres, par exemple. Bon. Mais en parlant de l'Unique, est-ce que l'Unique a des visées d'expansion en continu? Est-ce que de sortir du Québec? Tu sais, oui, il y a Unica, mais vraiment l'Unique, est-ce que c'est des plans à prévoir? Non. Pas l'Unique. L'Unique, c'est la filiale de dommages au Québec. OK? Par contre, tu me parles d'Unica. Bien évidemment, l'Unica étant notre filiale en Ontario, c'est sûr que l'ambition de Beneva, c'est de développer hors Québec. Hein. Ces fusions-là, là, c'est pas fait pour rester à la taille qu'on a là. Et soyons logiques, là. Au Québec, là, Beneva, globalement, on est le 3e joueur en importance au Québec dans le dommage. OK? C'est pas nécessairement là que tu vas aller chercher, puis il y a de la place à expansion. Là. Moi, à l'Unique, là, je vais dépasser 500 millions cette année, mais quand même, dans un marché de 12 milliards à peu près, là, il y a de la place. Okay? Mais si c'est pas à l'extérieur, c'est peut-être en termes de capacité? Des plus grandes capacités de ça va être à l'extérieur. Ça va être à l'extérieur. Ça va être à l'extérieur. Ça va être au Québec, mais ça va être à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'avec Unica, c'est sûr qu'il va y avoir de l'expansion. Dans le sens que, présentement, Unica, c'est 160 millions dans un marché de 30 milliards en Ontario. 30 milliards. 160 millions sur 30 milliards. Y a-t-il de la place, d'après toi, pour développer? Il y a de la place. Fait que ça, c'est sûr. Puis là, il va sûrement y avoir des réflexions, des discussions, parce que la stratégie d'Unica actuellement est plus un petit peu nichée au niveau des entreprises sur certains secteurs très précis, spécialisés, sur de la maison de haute valeur en assurance des particuliers, peu d'automobiles, etc. Mais on a une équipe extraordinaire chez Unica en Ontario présentement. On a des actuaires qui sont en train de se faire la main sur le marché de l'Ontario, puis qui connaissent la game, puis dealer avec fiscaux, etc. Tout est en place pour qu'on passe à une autre étape du côté de l'Ontario. Fait que je peux vous dire que du côté d'Unica, c'est certain là, qu'il va y avoir des changements pour expansionner, parce que le gros de l'expansion dans le dommage, dans les 5-10 prochaines années, devrait s'orienter, peut-être, il va en avoir au Québec, mais il va en avoir probablement plus. Puis tu sais, tu me dis, bon, l'Unique, Unica, etc. Est-ce que tantôt, il va y avoir une entité courtage au Canada? Tu devances ma question. C'est très possible, c'est très possible. C'est là que je sentais qu'on s'en allait? Il n'y a rien sur la table au moment où on se parle. En tout cas, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je te dirais peut-être que ce serait une évolution normale dans le futur, là, qu'on ait une entité à moins. Mais il faut qu'il y ait des avantages, bien entendu. Il y a des avantages actuellement. Tu sais, un merge comme SSQ, la Capitale, etc., tu vas chercher des synergies. Il y en a des avantages parce que vraiment, là, tu sauves de l'argent à plusieurs égards. Là, tu sais. Il y a des synergies. On fait affaire avec des spécialistes, puis ils disent des fusions de deux organisations de cette ampleur-là devraient générer des synergies d'à peu près telle ampleur. Là, on regarde tous les secteurs, puis je peux vous dire qu'on l'a sur le radar, puis on a tous des objectifs de synergie qui sont comptabilisés à scène près, puis tantôt, on va arriver, il va y avoir une reddition de compte pour dire, avez-vous atteint les synergies ou pas? Okay. C'est quoi synergie? Excuse-moi. Ça, c'est des économies d'échelle. OK, parfait. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu fais l'affaire avec un fournisseur X d'un bord, un fournisseur Y, mettons de l'assistance routière. Bon, bien, là, l'assistance routière du côté de la SSQ, elle coûte peut-être tant, l'assistance routière. Bien, là, on s'aperçoit que, on paye bien trop cher ou bien plus cher, ou on se fait avoir d'un bord ou de l'autre. Ouais. Là, tu renégocies tes affaires et tu vas chercher des économies. Mais ça, là, c'est pas négligeable. Évidemment, la grosse économie, on va dire, est au niveau de la gestion. OK? Parce que, tu sais, c'est sûr que la partie pénible d'une fusion comme celle-là, c'est que tu as une équipe de haute direction d'un bord. C'est à haute direction que ça se passe, tu as une équipe de haute direction de l'autre bord. OK? Là, tu apprends qu'il y a eu un... Bon, bien là, tu sais qu'il y en a la moitié qui va débarquer, c'est certain. Puis c'est ce qui est arrivé. Il y en a la moitié qui ont débarqué. Tu gardes les meilleurs. Je veux dire, à un moment donné, il y a une course, puis...
En tout cas, il y a des choix stratégiques, puis à quelque part, il y a la haute direction qui décide, puis qui fait ses choix. Puis, mais c'est tes synergies, il y a une bonne partie des synergies qui sont là au niveau de la haute direction. Parce qu'après ça, ben là, tu as besoin de ton monde, là, parce que tu as du volume, tu as besoin du monde pour opérer, puis tu as besoin du monde pour diriger ça. C'est pas vrai qu'un gestionnaire qui gérait 25 employés va en gérer 50 demain matin. Là. Fait que, mais ça se passe surtout au niveau de la haute direction où tu vas chercher des bonnes synergies aussi. OK? Et puis après ça, ben là, il y a toujours une petite période de turbulence. Un coup que la poussière est retombée, puis que les candidats sont retenus, puis que l'équipe est... Bien là, ça part par là. Puis là, ça fait des beaux climats. Je peux vous dire, c'est une belle aventure. L'aventure Beneva, moi, personnellement, je me considère tellement privilégié d'être capable de vivre ça avant la fin de ma carrière. Je n'aurais pas pensé ça. Mais hey, c'est extraordinaire parce que là, tu arrives, toi, tu connais ton monde, ton organisation, puis tu as voyé gros de même. Puis moi, les dirigeants puis les hauts gestionnaires du côté de la capitale, c'était du monde extraordinaire. Là. Puis là, tu arrives, puis là, tout d'un coup, tu connais plein de nouveaux mondes qui viennent de l'organisation de SSQ. Puis tu te dis, tabarouette, il y a du bon monde sur la planète, puis il y a du monde solide. Là, tu rencontres des gens là, que tu ne connaissais pas. S'il est donc bien ça coche, ta madame-là ou ce monsieur-là, c'est donc bien ça coche. Tu jases avec ça, c'est intéressant, c'est allumé, c'est solide. Fait que c'est sûr que tu mets des talents en commun de deux bonnes organisations qui ont bien performé dans le passé, que si tu veux que ça donne. Ça donne une organisation qui a du beau talent. Là. Fait que c'est là qu'on s'en va. Fait que Beneva, il faut faire le petit wrap-up. Là. Ça, là, d'abord, je vous le dis, on ne sera jamais gêné de dire qu'on fait partie de Beneva. Je le sais qu'il y a des coursiers qui vont perdre des polices de temps en temps aux mains de Beneva. Mais Beneva, c'est diversifié, donc beaucoup plus solide financièrement parce que c'est un gros joueur de collectif, gros joueur de vie, gros joueur de dommages. OK? Fait que là, on est vraiment stable, solide. Et on va avoir des capitaux, puis on va avoir les moyens. D'abord, dans la technologie, on va mettre des sommes je pense qu'on peut s'en aller là. Hein? Ça fait une belle transition vers la technologie, qui était un gros sujet qu'on voulait aborder avec toi aujourd'hui. Ah oui. Écoute, au niveau du plan technologique, l'Unique, je pense que vous êtes en transition, en implantation d'une nouvelle plateforme. Comment ça se passe? C'est quoi le plan de match? Vous en êtes où? Puis c'est quoi le but au bout de la ligne? C'est-tu de créer des nouveaux portails? C'est-tu de donner de la connectivité aux courtiers? On aimerait savoir un peu où est-ce que l'Unique s'en va. Il y a deux. Si on parle de l'Unique spécifiquement, OK, il y a deux volets. Alors, il y a la connectivité, puis il y a le numérique. OK? Fait que dans la connectivité, là, on parle par exemple de l'EDI. OK, l'interface. Fait que, EDI, qu'est-ce que c'est l'EDI? Juste pour que... Bon, mais ça, l'EDI, c'est la façon de transmettre les transactions dont notre système communique, mais en différé overnight. OK? Autrement dit. Avec les plateformes des assurances. Avec les BMS des courtiers d'assurance. OK? Parfait. Donc, c'est la communication avec les BMS. Alors, actuellement, aux assurances des particuliers, l'EDI fonctionne très bien autant en upload qu'en download, dans le sens que, tu m'envoies une transaction, tu passes par tarif expert, tu payes sur le piton, ça rentre chez nous, paf, tu reçois ta police, puis ton système est mis à jour, ton BMS est mis à jour. Fait que le EDI fonctionne très, très bien au niveau de l'assurance des particuliers, mais là où le bas blesse, c'est en assurance des entreprises, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'interface qui se fait avec les BMS actuellement. Ouais. Il y a PolicyWorks qui est devenu le module commercial d'Applied. Alors, nous autres, on fait de l'upload avec PolicyWorks. Fait que tu vas rentrer des affaires, ça va monter, mais c'est quand même assez basique, puis ça manque d'amour, ça va avoir besoin d'amour. Mais il n'y a pas de download pantoute. OK? Alors. Download étant l'information qui passe. Aller remettre le système du courtier à jour suite à l'information qu'il m'a envoyée, puis la police que j'ai émise ou le changement que j'ai fait. Aller remettre le BMS du courtier à jour. OK? Alors là, actuellement, c'est pas ça, parce que bien souvent, le courtier va m'envoyer l'information, je vais coter, je vais y envoyer une prime, je vais dire c'est correct, je vais y mettre une police, puis il est obligé de mettre son système à jour. Alors, c'est quand même une certaine lourdeur. Fait que l'EDI n'a pas tellement évolué au niveau de l'assurance des entreprises. Alors là, ça devient pas mal une priorité, je dirais, parce que dans les sondages qu'on a faits, là,
au niveau de l'assurance des entreprises, il faut améliorer notre upload avec PolicyWorks et avec les autres BMS. C'est ça qu'il faut regarder. Okay. Fait que tu as le DI. Ensuite de ça, tu as le e-docs. Les e-docs, ça, c'est pas pire, par exemple, parce que ça, c'est les documents en format numérisé, OK, qu'on envoie au courtier. Et les documents, on parle des polices. Les principalement polices, les actuellement. facturations, alors, il y a tous les documents que vous avez besoin. Si toi, tu veux les avoir en format électronique puis les mettre disponibles pour tes assurés en format électronique, bien ça fonctionne bien. Là où est-ce que ça fonctionne moins bien dans le e-doc, c'est que pour une même transaction, on peut t'envoyer différents... tu peux avoir 4 documents que tu vas recevoir pour une transaction. Ce qui nous reste à faire, puis qui est sur le radar mais présentement, c'est que le courtier puisse choisir quels sont les documents e-docs qu'il va avoir, parce que là, on envoie tout au courtier. OK? Fait que on se trouve à polluer un petit peu l'environnement du courtier qui reçoit trop de documents par e-docs. OK? Fait que ça, la prochaine étape, au niveau des e-docs, ça va être ça, c'est que le courtier va pouvoir sélectionner. Fait que, alors, ça, c'est les e-docs. L'autre affaire, je dirais, dans la connectivité, il y a l'autonomie du courtier. Alors, l'autonomie du courtier, si je parle aux lignes personnelles, je vous dirais que ma vision, c'est que c'est pas pire pantoute, là, dans le sens que, par exemple, en nouvelle affaire, là, il y a à peu près entre 85 et 90 % de nos nouvelles affaires qui se finalisent sans l'intervention d'un souscripteur. Fait que le courtier a quand même pas mal d'autonomie, il y a des messages, tout ça. Maintenant, du côté de l'entreprise, par exemple, là, il n'y a pas tellement d'autonomie. Ça, c'est très, très, très déficient de ce côté-là. Fait que ça, c'est le volet qu'il va falloir regarder davantage. Là. Comment est-ce qu'on fait pour... On a Courtier autonome 2.0 qu'on est en train de brasser, là, parce qu'on avait parti Courtier autonome 1.0. Ça n'a pas été un succès total parce qu'il y avait trop d'irritants et il y avait trop de dédoublement de tâches à faire pour le courtier. Fait que là, on est en train de brasser quelque chose. On fait un test actuellement avec quelqu'un là, pour voir comment est-ce qu'on peut passer ça à autre chose pour que le courtier ait plus d'autonomie. Est-ce qu'on s'enligne vers un portail pour le commercial? Non, je te dirais que non. Mais pour l'assurance des entreprises, d'abord, si on est capable d'améliorer l'upload puis le download avec PolicyWorks et avec d'autres BMS, on va déjà avoir passé une grosse étape. Un projet qu'on regardait, puis que le RCCAQ est en mesure de juger mieux que nous autres, mais il y a un projet de DXCA en Ontario actuellement, où est-ce que les systèmes des assureurs, de différents assureurs, communiqueraient avec les systèmes de différents BMS via des API communes utilisées par l'ensemble des assureurs. On l'a regardé un petit peu, on a jasé en masse, on a fait des sondages là-dessus. Pas sûr au Québec que c'est la meilleure option. Parce que des API, c'est des API, il faut quand même les développer. On a bien beau dire, il y en a un qui va développer un API, puis tout le monde va l'utiliser, il faut que tu refasses ta connectivité, tout ça. Puis il y a une autre affaire que vous m'amenez, que vous me faites Mais penser. juste avant, juste que ça soit clair pour les auditeurs, parce qu'on n'a pas tous le même niveau de connaissance, c'est quoi un API? Et tu es probablement mieux placé que moi pour le savoir, mais c'est une espèce de traducteur, hein? C'est une espèce d'application entre les deux qui va prendre l'information qui vient du BMS Applied, mettons, qui va tout marcher ça, puis qui va la traduire pour aller foutre ça dans une bonne case du système de Intact ou L'Unique, whatever. OK? Puis si c'est une police qui part de Kiel, qui passe par l'API, il va marcher l'information de Kiel pour aller la mettre à la bonne place dans un système de, je ne sais pas, de ProMutuel ou de l'Unique ou whatever. Alors, c'est ça un API, supposément que ça fait. C'est une espèce de traducteur entre les deux. Fait que là, on disait, s'il y a un assureur qui développe un API pour la nouvelle affaire commerciale, bien, toutes les autres pourraient reprendre la même API. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. Oui. Tu pognes l'API, mais il faut que tu fasses du codage, il faut que tu mettes une armée à l'informatique pour rattacher les ficelles. Et aussi, il faut dire qu'en Ontario, il y a une multitude d'assureurs. Il y a beaucoup plus d'assureurs qu'au Québec. Le marché du Québec est pas mal plus concentré. Fait que là, tu dis, bon, au Québec, souvent l'assureur, bon, au particulier, il va faire affaire avec 3 joueurs, mettons, puis il connaît le système de ces joueurs-là, comment ils font de sa poche, parce qu'on a déjà regardé aussi pour voir de quelle façon on pourrait développer
en temps réel un courtier qui pourra faire des modifications. C'est du jus, là, faire une C'est ça modification à partir de ton BMS. Les courtiers, c'est ça qu'ils veulent. Oui. Puis, au bout de la ligne, c'est qu'on soit capable d'opérer en temps réel, autant au particulier qu'au commercial. Éviter la double entrée. Et triple, des fois. Oui. Mais tu sais, le projet Data Exchange, je pense que c'est pas pour demain matin. On s'entend que c'est un projet à long terme. Mais l'implantation que vous faites de Guidewire chez l'Unique... C'est là qu'est notre espoir. C'est ça que le temps réel... Bon, c'est là que je m'en venais tantôt quand je te disais, tu me fais penser à une autre affaire. C'est que nous autres, les échanges en temps réel, on mise beaucoup sur Guidewire là-dessus parce que Guidewire le fait puis le facilite ailleurs dans le monde, OK? Oui. Puis peut-être ailleurs au Canada aussi, parce qu'il y a des joueurs qui sont sur Guidewire où ça a l'air que c'est plus facile de développer de la connectivité en temps réel. Puis moi, je me dis au Québec actuellement, en assurance des particuliers, la transaction en temps réel est peut-être pas tant essentielle que ça parce que les courtiers qui envoient une nouvelle affaire chez NSA, ils n'ont pas grand-chose à faire de plus. Là. On a déjà eu un projet, nous autres, pour dire tu n'auras plus rien à aller compléter. Puis quand tu vas envoyer une nouvelle affaire de ligne personnelle chez nous, puis on avait un projet, on travaillait ça avec un courtier. Puis finalement, on se faisait dire non, moi je m'en servirai pas bien de ça parce que il me restait qu'une case à aller mettre dans le guichet unique, là, puis c'est pas long, là, moi, envoyer une nouvelle affaire, etc. Fait que, en ligne personnelle, ça va bien actuellement, puis l'interface, même si c'est overnight, puis ton système va être mis à jour le lendemain, c'est quand même, ça va bien, puis l'efficacité est pas mal là, OK? Au commercial, elle ne l'est pas. Puis le temps réel, c'est sûr que là, il amènerait d'autres affaires, puis c'est sûr qu'en temps réel, la beauté, le rêve qui a toujours été, hein, c'est pouvoir travailler, initier et finaliser une police à partir de ton BMS, à partir d'une seule place. Bon, ça, c'est le principe numéro 1 du projet de Data Exchange qu'on pense qui est un peu complexe. Puis aussi, des fois, il faut que pas mal tout le monde autour de la table s'entende pour embarquer dans le projet. Puis on sait qu'il y a des joueurs qui sont quand même d'importance, qui sont rébarbatifs à ça. Puis là, tu te dis, comment ça va faire pour marcher si tel joueur n'embarque pas? Ça, c'est une question qui est légitime, qu'il faut se poser. Par contre, nous autres, l'espoir est sur Guidewire, OK? Mais Guidewire, il faut que je vous en parle, parce que on s'en va sur Guidewire, c'est des investissements astronomiques, là, je peux vous le dire. Merci la fusion Capital SSQ Beneva, parce que quand tu regardes les chiffres, il y en a des zéros. Là. Je peux vous dire qu'il y a des zéros au bout de la ligne. Mais il va y avoir des sacrifices. Puis je vous le dis tout de suite, parce que présentement, on a fait la perception. On a migré la perception, parce qu'on prend la suite au complet. Perception, indemnisation, gestion des polices. OK? Puis vraiment, là, l'exercice qui a été fait par l'équipe de la techno pour sélectionner le système de mission, ça a été hyper rigoureux. Puis là, on est totalement confiant que Guidewire, c'était le meilleur choix à faire. Là, OK? Parce que les possibilités sont immenses. Mais c'est pas de la tarte à implanter. Ouais. Oh! C'est comme un courtier qui va me dire, j'ai rentré Epic. Epic, tu n'achètes pas Epic, puis tu mets tu plugues la switch, puis c'est fini. Là, hein? Vous savez comment est-ce que c'est. Ah oui, il y en a qui me disent que ça prend plus d'1 an. Mais Guidewire, là, c'est plus que ça. Parce que là, au niveau de l'indemnisation, on est à pleine face là-dedans, là, présentement. Fait que l'indemnisation, on devrait avoir complété quelque part dans le courant de l'année prochaine du côté de l'indemnisation. Après ça, on embarque dans un système de gestion de police. Alors, on va commencer par le volet direct du côté de la capitale, OK? Et Unica, probablement dans un deuxième temps, parce que présentement, ils sont sur la même plateforme que la capitale, et l'Unique en dernier. Ça nous amène dans un horizon de combien d'années? 3 ans, je dirais 3 à 4 ans. 3 ans avant de commencer à le brasser. D'ici là, il n'y aura pas de changement dans le portail unique, dans le guichet unique nécessairement. On va attendre l'implantation de Guidewire. Il n'y en aura pas beaucoup, puis pour plusieurs raisons, mais une des principales raisons, je te dirais, quand je fais un projet informatique, là, il y a toujours un ROI qu'on appelle, hein? Oui. La rentabilité du projet, un Return on Investment. Oui. Ce projet-là va nous coûter 500 000, OK? Est-ce qu'il va me rapporter 500 000 dans un horizon de 3, 4 ou 5 ans? C'est comme ça qu'on fait nos calculs. Là, mon ROI, là, moi, c'est tout du jetable, là, ce que je vais faire dans le guichet unique là, actuellement, parce que je sais qu'on s'en va vers Guidewire. Fait que là, je suis un ROI de 3 ans.
Après ça, je vais être l'année prochaine, je vais être dans un ROI de 2 ans, puis après ça, je vais être dans un ROI d'1 an. Commence à être dur de rentabiliser un projet. S'il se rentabilise dans 1 an, je me demande comment ça qu'on n'y a pas pensé avant, là, parce qu'on a échappé une balle à quelque part. T'sais. Fait que c'est pour ça que je vous dirais que les modifications vont être un petit peu au ralenti dans les 3 prochaines années, en attendant d'arriver sur Guidewire. Puis je vais aller une coche de plus. Après ça, on va embarquer Guidewire. Là, on va migrer sur Guidewire. Bien, ça, c'est la même affaire. Tu arrives sur Guidewire, et les gens de techno, puis c'est la réalité de la vie, malheureusement, ils nous disent attendez-vous pas à la super totale Day One quand tu mets à switch on, là, tu sais. Parce que là, il y a des bénéfices à quelque part, puis il y a des sacrifices à quelque part. Overtime, tu vas régler ça, parce que là, tu vas avoir un 2.0, tu vas avoir un 3.0, puis un 4.0, mais au fil des... Puis là, quand tu vas arriver au 3.0, 4.0, là, tu vas l'avoir, la totale, puis là, tu vas être bien content parce que... Mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que le guichet unique, là, il ne fera pas 25 ans, lui-là, là, tu sais. Il n'est pas nécessaire... C'est pour ça qu'on passe en dernier. Il n'est pas en bout de vie, parce que c'est quand même celui-là qui est le plus robuste. Fait que c'est pour ça qu'on commence par les autres, puis qu'on finit par le guichet unique. Mais le guichet unique, là, dans 5 ans d'ici, là, ça va être le temps, un big time que tu moves. Fait que, nonobstant tout ça, il y a des sacrifices un petit peu à l'horizon, mais ça va nous permettre de regarder les 25-30 prochaines années en avant, par exemple, une fois qu'on va être là-dessus. Là. Là, ça va être un peu notre travail, les courtiers, quand on parle, exemple, encore le data exchange, ces choses-là, à vous démontrer d'une certaine façon le ROI du projet aussi. Oui. Il va falloir qu'on le démontre encore plus clairement. Bon, mais comme je te dis, même si tu m'arrives avec un projet intéressant, si je ne suis pas capable de le rentabiliser sur une période de 3 ans, je vais dire, Mathieu, je ne peux pas m'en aller là parce que là, c'est tout du jetable, tout ce que je vais faire. Des fois, c'est pas toujours tout du jetable, par exemple. Parce que des fois, il y a des projets, tu te dis, OK, on va faire tel développement, puis on va pouvoir le récupérer dans la migration de Guidewire. Ça, c'est une autre affaire. Là, tu te dis, regarde, sur un projet de 500 000, calcule qu'il y a 200 000 jetables, 300 000 récupérables. Fine. Là, je fais mon ROI sur 200 000. Tu comprends-tu? C'est plus ça. Là, dans ce que tu as énuméré, là, tu ne m'as pas parlé de portail pour les clients. C'est pas une intention à court terme ou est-ce que... Ça, là, on tombe dans ce que j'appelle le numérique. C'est pas la collectivité, puis le numérique, OK? Quand tu parles du numérique, tu parles de l'accessibilité instantanée au consommateur. Tout ce qui touche le service au consommateur, le service à l'assuré, OK? Bon. A priori, je te dirais, notre philosophie générale, c'est, à part les services où on est directement en contact avec l'assuré, là, je te parle d'indemnisation, perception. Oui. Là, je pourrais développer des fonctionnalités, moi, pour que ton assuré, Alexandre, puisse aller voir la situation de son sinistre, ou ce qui est rendu dans son sinistre, ça, on pourrait développer ça, OK? On pourrait développer de quoi pour que ton assuré puisse venir faire un changement dans sa date de prélèvement en perception, parce que je le perçois directement. Pour le reste, moi, je me dis, toute l'interrelation du service, ça appartient au courtier, fait que ça devra se faire à la place du courtier. Par contre, ma job à ce moment-là, c'est d'offrir à mon courtier tous les outils, les documents, tout ce dont il a besoin pour offrir une expérience client numérique au goût du jour à son assuré. OK? Fait que moi, tu me parles d'un espace client ou d'un portail client. Moi, je dirais, je pense que c'est au courtier, à quelque part, à avoir un espace client où est-ce qu'il va déposer tout ce dont l'assuré a besoin. Moi, ma job, c'est de m'assurer que je vais te donner tous les outils et tout ce que tu as besoin pour alimenter ton espace client. Alors, en théorie, là, je dirais, la philosophie de base est là. Cela dit. Il y a un cela dit. Il y a un cela dit, OK? Mais c'est pas tous les courtiers là, qui sont capables de développer un portail, tu sais, je veux dire, c'est du temps, c'est de l'investissement, T'as raison. Puis, tu sais, il y a des BMS qui sont plus en avance que d'autres, qui ont des bonnes choses, mais c'est quand même du jus de bras, là. Oui. Moi, je connais des courtiers qui offrent des expériences numériques à leurs assurés qui sont autant sur la coche que n'importe quel assureur direct au Québec, là, OK? Mais je peux vous dire qu'ils ont mis du jus de bras, puis ça prend quelqu'un qui s'en occupe à temps plein, puis il y a des efforts à mettre là-dedans. C'est comme tu dis, c'est pas tout le monde, puis c'est pas tous les courtiers qui sont capables de faire ça. Fait que moi, la question, c'est,
ça va appartenir aux courtiers. Parce que là, ce que je m'aperçois présentement, c'est qu'il y en a deux sortes. Il y a des courtiers qui diraient « Je serais donc bien content que tu développes un espace client à quelque part sur ton site web à toi, où est-ce que mes assurés de l'Unique pourraient aller consulter leurs documents, pourraient aller voir leur facturation, leur ci, leur ça à jour, puis etc. » Puis j'ai d'autres courtiers qui me disent « C'est pas de tes affaires, ça, c'est moi qui m'occupe du service au client, alors c'est à moi de le faire. » Mais peut-être qu'il va falloir faire les deux tantôt. Je vous dirais que notre pensée est en train d'évoluer tranquillement, pas vite là-dessus, parce que sans ça, je me trouve à condamner le plus petit courtier à avoir une expérience numérique pouet-pouet pour ses assurés. Parce qu'il va dire, moi, je n'aurai jamais le moyen de développer un espace client puis d'offrir une expérience numérique. Alors, c'est là, ça mijote à ce niveau-là. Là. Puis, plus qu'on avance là-dedans, plus que je me dis, bien, peut-être qu'il va falloir faire les deux, mais toujours, parce que la prémisse de base, là, qui ne change pas à l'Unique, le courtier a le choix. OK? C'est ça la prémisse de base. Fait que, regarde, j'ai un espace client. Ce que tu nous dis, c'est que ça ne sera jamais imposé. Never. C'est là qu'on s'en va. Never. Vous n'avez pas le choix. Vos clients. Ça, je te le dis. Bon. OK? Tu veux que je t'alimente ton espace client pour offrir une expérience numérique à ton assuré? Go, voici. Puis c'est ma job de le faire. Tu n'en as pas, tu voudrais bénéficier, offrir des services numériques à tes assurés en passant par mon site web. Fine, je vais te l'offrir. Mais t'en veux pas, c'est tout. Mais je pense que c'est un must, là, parce que la question, tu sais, c'est sûr que c'est au courtier à choisir ça. T'es-tu un assureur par courtage ou t'es pas un assureur par courtage, Simonac, tu sais? Exact. Puis à quelque part, pourquoi ma prémisse de base, c'est que ça devrait être du côté du courtier? Bien, parce que c'est ton client. Tu places l'automobile chez Pro Mutuel, puis tu places l'habitation à l'Unique, puis tu places le bateau chez, je sais pas. Bon, bien là, ton client, là, il va te falloir qu'il aille sur le portail d'un, portail de l'autre, puis pour aller voir ses polices, là, ça commence à être compliqué. Lui, il est assuré avec un courtier qui assure toutes ses affaires. Oui. Bien là, ça devrait être un one-stop. Je m'en vais là, j'ai mes factures, j'ai mes polices, j'ai mes sinistres, j'ai mes affaires. Tu sais. C'est ça serait la logique. Mais, force est d'admettre qu'il y a une bonne catégorie de courtiers qui n'auraient pas les moyens, parce que ça demande du jus de bras. Oui. Puis il faut penser à ça aussi, parce que, à quelque part, tantôt, il y a beaucoup encore au Québec de petits courtiers de taille plus modeste, des maudits bons courtiers qui donnent un service A++ à leurs clients. Mais là, il ne faut pas s'organiser pour faire que, invariablement, il leur reste rien qu'un choix, c'est de se vendre à une grosse organisation. Moi, ça fait bien longtemps là, que j'ai toujours dit, parce que, en fait, on entendait tout le temps « Ah, les petits courtiers, ça va tout disparaître au Québec, ça, il va rester juste des gros, ils vont tous se faire acheter par des gros. » Puis moi, je disais tout le temps « Pardon, je peux vous montrer, moi, je vois des états financiers de cabinet de courtage où ce que le gars fonctionne ou la madame de son sous-sol, il a sa clientèle depuis X temps, puis vous parleriez de jalousie de voir les états financiers, c'est du monde qui font de l'argent, qui ont du fun avec les clients, qui entretiennent une relation de confiance puis de proximité extraordinaire, puis qui font de l'argent. OK? Ouais. Ça, je disais ça dans le temps, jusqu'à temps que le numérique, parce que le numérique change le portrait, là. Fait que là, aujourd'hui, tu as un consommateur qui dit, moi, je veux avoir mes documents instantanément, je veux avoir ma soumission instantanément, etc. Ça change la donne, là. Parce que là, il faut que le petit courtier aussi soit en mesure d'offrir une expérience numérique à son client. Est-ce que tu as l'impression que le courtage ou les courtiers, c'est le temps là, qui bouge? Là. Je ne dirais pas qu'ils ont pris du recul ou qu'ils sont un peu en retard, mais c'est le temps qu'il y ait un transfert numérique ou qu'il y ait une révision un petit peu de leur planification des prochaines années parce que le transfert devrait se faire. Il ne faudrait pas attendre plus longtemps. Est-ce que tu es d'accord avec ça? 100% d'accord, Alexandre. 100% d'accord. Là, ça urge parce que les gens la vivent, l'expérience numérique, partout ailleurs. Hein? Oui. Fait que, puis il y a des assureurs directs qui vont s'évertuer à accélérer le développement numérique. Là, Beneva, évidemment, il y a un gros budget au niveau du numérique, autant pour accompagner les partenaires, puis les courtiers, puis les TPA au collectif, etc., mais autant pour les assurer en direct aussi. Là. Fait que, à partout, là, tu sais, fait que ce que tu vis sur Amazon, ou etc., tu veux le vivre en assurance aussi. Oui. Et donc, tu as raison, ça urge. Il faut que ça se fasse, puis il faut que ça passe par là le plus rapidement possible.
Mais, d'un autre côté, moi, je dis, le courtier a tellement des beaux avantages. Si le courtier prend ce virage-là, parce que, tu sais, il y a toujours un petit peu de pessimisme des fois dans le courtage. Moi, ça me fait rire souvent quand j'entends ça, parce que là, on dit « Ah, ça prend de la notoriété, puis ça prend une image de marque épouvantable. » Oui, c'est correct. Mais l'assurance, c'est plate, puis c'est compliqué pour le consommateur. Puis un courtier d'assurance, c'est une belle bébite en maudit pour un consommateur. Je ne travaille pas là-dedans, là, moi, là. Puis je dis, oups, il y a quelqu'un qui va magasiner à ma place, puis qui va m'expliquer l'assurance, qui va m'expliquer les différences, ça, les protections. Si j'ai un problème au moment d'un sinistre, il est là pour prendre mes intérêts à cœur, parce que le courtier d'assurance, c'est à peu près la seule entité dans le domaine qui travaille seulement pour l'assurer. Hein? Mm-hmm. Je suis un agent, je travaille pour Beneva ou je travaille pour Desjardins. Ou je travaille pour un assureur direct, mais un courtier d'assurance, il travaille pour son entreprise, puis pour son client, pour son assuré. Alors là, j'ai quelqu'un qui m'explique ça, qui démêle tout ça pour moi, qui magasine pour moi, OK? Puis que si j'ai un problème au moment d'un règlement d'un sinistre, il va m'expliquer, puis il va me dire qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Il va aussi me dire, ça c'est un point non négligeable aussi, il va aussi me mettre en lumière l'importance de dire toute la vérité puis de donner l'heure juste là, à l'assureur. Parce que je peux vous dire qu'on en voit passer. Puis des fois, là, c'est anodin, là, mais c'est la nature humaine. Tu vas voir des situations où malheureusement, la personne n'a pas donné l'heure juste, puis quand il arrive un claim, il est trop tard pour y penser. OK? Mm-hmm. Bien, que tu sois assuré par un assureur direct, que tu sois assuré par un assureur par courtage, si tu n'as pas dit que tu avais un passé criminel, mettons, prenons cet exemple-là, puis que c'est quand même sérieux parce que si tu as quelque chose qui est en lien direct avec l'assurance, bien, que ce soit n'importe quel assureur direct, Desjardins ou autre, ou Beneva, tu vas dire « Hey, t'as un primitif long comme le bras, puis tu me l'as pas dit, puis je t'aurais jamais assuré, on ne paiera pas. Tu as passé au feu, mais là, c'est ton problème. Là. OK, on appelle ça un ab initio. Courtier d'assurance, là, c'est dur, par exemple, pour une personne qui travaille pour un assureur direct de dire « Est-ce que vous me donnez vraiment l'heure juste? » Là, vous m'avez tout dit. Mais toi, comme courtier d'assurance, tu peux dire au client « Là, je pars du principe que tu m'as donné toute la vérité. Hein? Puis l'assurance est basée sur la bonne foi et sur la vérité. Mais là, il faut que je te dise que si à quelque part, tu ne m'as pas donné l'heure juste, là, ça peut avoir des conséquences quand même assez majeures. » Puis moi, je dis ça. Je répète ça à des amis, de la famille, des gens qui sont dans mon entourage et qui ne connaissent rien dans l'assurance. Je dis, on va s'entendre en affaire. Tu donnes toujours l'heure juste à ton assureur. Ouais. J'ai trop vu de cas qui m'ont arraché le cœur, moi, tu dis, je ne peux pas payer ça. Le client m'a menti, il nous a menti complètement. Puis là, tu dis, Caroline, j'aurais donc aimé ça, upfront, dire à ce client-là, c'est quoi l'importance de donner un... Mais le courtier, il peut faire tout ça aussi. Puis la relation de confiance est là. Puis si tu veux parler à Mathieu tout le temps, quand tu as un cas, tu vas parler à Mathieu. Ce n'est pas le cas ailleurs. Fait que les avantages du courtier d'assurance, si en plus le courtier est capable d'offrir une expérience numérique, puis il y en a qui le font, mais est capable rapidement de se mettre au diapason au niveau de l'expérience numérique, sans trop avoir d'écart dans la prime. Ça, on peut en parler longtemps de l'écart de prime. On peut en parler à plein. Mais si tu es capable de tout faire ça, là, pourquoi que le courtage, non seulement ne maintiendrait pas ses parts, mais pourrait même regagner des parts? Okay? Parce que si tu reviens, ça coche au niveau du numérique. Puis à part de ça, ça se démocratise. Il y a des outils qui vont démocratiser ça puis qui vont rendre ça peut-être moins dispendieux aussi dans le futur. Mais Alex, tu as raison, là, ça presse. Il faut que le courtier soit à la page au niveau de l'expérience numérique. Ça, c'est la prémisse de base. Mais le futur du courtage, ou l'évolution, pas le futur, le courtage, il va toujours en avoir, OK? Ouais. Le futur, il va toujours exister. Moi, ça ne disparaîtra jamais des courtiers d'assurance, OK? Mais l'évolution du marché du courtage au Québec va dépendre en grande partie de la capacité du réseau à offrir une expérience numérique satisfaisante selon ce que le consommateur juge satisfaisant. Si les courtiers échappent cette balle-là, nonobstant les bons avantages que tu as ailleurs, puis même si l'écart de prime est raisonnable, tu vas continuer à perdre des parts de marché. Puis moi, je n'exclus pas le scénario que ça soit le contraire. Puis que l'expérience numérique se bonifie du côté du courtage, puis que le courtage réussisse à maintenir et à regagner des parts. Fait que ça nous prend pour ça des projets.
C'est des projets, que ce soit par courtier ou même des projets d'industrie. Je pense que c'est important qu'on aille là, qu'on se regroupe, qu'on travaille ensemble, parce que ça va prendre, je veux pas, au terme de tout ça, là, beaucoup de travail puis d'entraide, je crois, dans le réseau. Je pense qu'on t'a partagé il y a quelques jours un projet qui est en développement là, dans l'industrie du courtage, qui est un futur agrégateur pour les courtiers. Un agrégateur, Alex, je ne sais pas si tu veux expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire pour tout le monde. Oui, ben je n'oserais pas trop m'avancer. Je vais laisser les personnes techniques le présenter quand ça va être en temps et lieu. Pardon. Mais en gros, la RCCAQ est après se positionner pour défendre les intérêts du courtage, mais auprès de la clientèle. Chose qu'il y avait peut-être un peu moins dans le mandat jusqu'à présent. OK. Ils sont après mettre en place. Ce n'était pas un mandat de la RCCAQ et c'en est un depuis les dernières planifications stratégiques. La dernière. Puis le comité technologique sur lequel j'assiste avec Mathieu, ben, il y a eu beaucoup de réflexions faites depuis maintenant près de 3 ans et on en vient à essayer de développer des outils. On pense que c'est pas juste d'attendre que les assureurs nous donnent les outils, on pense que le courtage doit prendre le pas là, dans cette direction-là. Puis si on va avoir notre mot à dire aussi, il faut arrêter. En tout cas, on s'est déjà fait dire... you guys you talk the talk, but you don't walk the walk, right? Puis c'est peut-être un peu vrai, mais je pense que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a besoin des assureurs, mais on a besoin que les courtiers embarquent, puis qu'ils développent des choses, puis qu'on essaye des choses. Puis on veut se différencier. Ce qui arrive, c'est que les outils, là je fais une grande parenthèse, mais les outils qui sont disponibles sont les mêmes pour tout le monde. Fait que l'expérience client du courtier, je ne sais pas qu'elle est mauvaise, mais elle est la même pour tout le monde présentement. Du moment que tu veux faire quelque chose de différent, que tu veux t'en aller dans un chatbot, que tu veux en aller, ça devient difficile parce qu'il y a tellement, il y a tellement d'étapes, il y a tellement d'aspects difficiles du fait qu'on transige avec plus d'un assureur qui ne sont pas tous au même niveau, qui n'ont pas tous la même réalité. Donc, pour revenir au RCCAQ, on a décidé que le RCCAQ parle au nom des cabinets d'assurance et qu'ils mettent en place des outils pour l'industrie. Okay. Un des premiers outils qui va être développé, puis au moment où l'épisode va sortir, je pense que le mot va circuler un peu plus, c'est un agrégateur. Donc, une plateforme, une interface web où l'utilisateur va pouvoir aller magasiner, avoir une expérience numérique complète. On ne va pas jusqu'à acheter une police d'assurance en ligne, mais cette plateforme-là va faire valoir seulement les intérêts du courtage. C'est-à-dire qu'au final, ça va être un courtier qui va recevoir le lead, qu'on peut dire, qu'on peut appeler comme ça. La référence. Oui, la référence. Puis, on veut que ça soit accessible à tous les cabinets. De 1 à 5 certifiés à des cabinets de 20, 30. Donc, on veut que tout le monde puisse bénéficier des avancées technologiques. Fait que ça, c'est la première étape. Il y aura d'autres étapes qu'on va discuter par la suite. Là. Je ne veux pas trop m'avancer là-dedans. Mais j'aimerais savoir ton opinion là-dessus, parce qu'on t'a mis au courant dernièrement, les derniers jours, que c'était un enjeu, un projet de la RCCAQ a. Oui? C'est bravo. Bravo, parce que ce qu'on dit, ce qu'on a souvent dit au RCCAQ et au réseau en général, bien, vous devez faire des choses, puis vous devez prendre certaines choses en main pour accélérer votre développement. Actuellement, au niveau de l'acquisition de nouvelles affaires, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que vous vous battez contre Desjardins avec sa publicité partout à TV, contre Capital, SSQ, Beneva, appelez comme tu voudras, tout le volet des directs, contre... Il y a certains joueurs courtage qui sont quand même dans un volet, en tout cas, qui vont chercher, qui font beaucoup de publicité, puis qui amènent des leads, mais qui ne vont pas toujours chez les courtiers. Alors, moi, je dis, c'est génial, OK? C'est génial parce que là, c'est une excellente façon d'aller chercher de la nouvelle clientèle. Puis c'est la façon, je sais, celle-là qu'on connaît le plus, c'est Clicassure actuellement. Clicassure, ça alimente bien du monde. Ça alimente des assureurs directs, ça alimente des courtiers, ça alimente. Il en rentre des leads là, dans Clicassure dans une année. Ben oui. Et c'est la bonne façon. Puis que ce soit un agrégateur courtage, moi, ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que même le plus petit cabinet qui a moins de moyens, aujourd'hui, tous les courtiers peuvent acheter des leads aussi de Clicassure, peut-être, mais ils vont demander des quantités minimum, etc. Il y a des exigences. Un petit cabinet n'aura peut-être pas le luxe de se permettre quelqu'un qui veut débuter. Tu sais, même un cabinet un peu plus gros qui dit hey, « moi, je veux me lancer là-dedans ».
Tu n'as pas d'équipe de vente qui est organisée. Donc, tu sais, c'est un apprentissage, c'est une façon de faire qui a une progression là, dans le temps, puis qui n'est pas... Puis c'est winner pour le consommateur aussi, parce qu'à quelque part, évidemment, il ne faut pas sous-estimer le challenge du marketing de ça, parce qu'à quelque part, il faut que le consommateur ait envie d'appeler puis de faire une demande sur le site de l'agrégateur. Alors là, il y a quand même un gros travail à faire, ça c'est à ne pas négliger. Mais si vous avez des bons assureurs derrière ça, puis que l'expérience est numérique et simple, parce que rentre tes informations, etc., paf, 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 tu as 2, 3, 4 soumissions d'assureur courtage. Pouf, je prends celle-là. Le courtier te rappelle tout de suite. Parfait, vous venez de soumissionner. Ou même des fois, le client va assez loin dans le parcours, mais il ne va pas jusqu'au bout. S'il y a un courtier qui est capable de le ramasser puis de le rappeler tout de suite, mais je peux vous dire que ça, là, que tu sois un petit, un moyen ou un gros courtier, pour nous autres, sont tous importants, les courtiers. Là. Bien là, le petit courtier peut y trouver son compte là-dedans, puis le moyen, puis le gros. Alors, puis c'est la partie la plus difficile, la sollicitation. Puis c'est les grosses organisations qui ont plus les moyens de faire de la sollicitation active. Bien là, ça démocratise pour tout le monde l'apport de nouvelles affaires et la sollicitation de nouvelles affaires. Mais c'est un peu ça aussi, c'est que moi, mon petit cabinet avec mon petit site Internet qui veut se positionner puis qui veut acheter du clic sur Google ou sur Facebook, puis je vais avoir des budgets incroyables. Je n'ai pas les connaissances, je ne sais pas par où commencer. Je vais faire affaire avec une firme. Ça va prendre une grande partie de mes revenus, de mon budget. Puis de ton temps. Puis de mon temps, parce qu'il y a de la gestion. SEO, SEM, tu as tout un jargon là-dedans, c'est complexe. Là. Alors que là, ben ce qu'on pense, du moins, si le RCSAQ se positionne... Prendre ça en main. Oui, prend ça en main, puis s'occupe de faire le marketing. Chapeau. C'est sûr que nous autres, on encourage ce projet-là big time. Là. Big time. C'est une vraie bonne idée. C'est une vraie bonne idée. Vraiment, là. Parce que quand tu regardes le numérique, là, pour la nouvelle affaire, là, moi, je pense que ça, c'est génial. Là. Parce que ça n'enlève rien en parallèle de ça, de faciliter les choses, puis d'éviter les doubles transactions, puis on a quand même bien d'autres choses à faire en arrière de ça. Fait que dans le futur, mettons, je projette ça dans le futur, là, où est-ce que tu as un agrégateur qui fonctionne, qui amène beaucoup de leads, puis qui alimente beaucoup les courtiers d'assurance, puis que le réseau de courtiers en est à un stade où il offre une expérience numérique au consommateur qui est bien à la fine pointe, puis qui offre son service personnalisé, puis les avantages du courtier, puis on a réussi à contenir des différences de primes, etc. Bien là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On se bat sur le même terrain, rendu dans une situation comme celle-là. Même terrain. Puis, les gens qui sont actuellement en ligne, l'impression, et même ce qu'on a comme data, c'est que c'est des gens qui sont actuellement un peu plus du côté des directs. Donc, pour aller chercher une clientèle ou développer des nouveaux assurés. Tu sais, des jeunes qui rentrent dans le marché de l'assurance, ben, tu sais, il faut se positionner. Parce qu'ils n'auront pas le réflexe de dire « Hey, je vais appeler le cabinet de courtage au coin de ma rue. » Non, ça marche c'est par là qu'ils passent. Mais c'est par là qu'ils vont passer. Ils vont faire assurance automobile, assurance habitation, pouf, il va arriver de quoi? Courtier en ligne, courtier direct ou je ne sais pas quoi. Ah, ça m'intéresse. C'est vrai, un courtier d'assurance. Puis en mettant à l'avant-plan les avantages. Et voilà, du on revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut vraiment que ça soit highlighté big time, ça, les avantages du courtage. Là, parce qu'ils sont là, ils sont réels. Et c'est des avantages que tu ne verras jamais du côté de l'assureur direct. C'est aussi simple que ça. Okay. Alors, on parle de futur, depuis tantôt. J'aimerais savoir ton point de vue sur tous les changements qu'on t'a prévoir. La grosseur des cabinets, les tailles, les petits cabinets, il y en a de moins en moins. J'avais quelqu'un chez vous à un moment donné qui me disait, quand j'ai commencé comme représentant, je pouvais les compter sur les doigts de ma main le nombre de cabinets qui avaient plus qu'1 million. Okay, oui. Aujourd'hui, c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire que des cabinets de moins de 1 million, il n'y en a plus tant que ça, ou c'est l'impression qu'on a. Les cabinets, bon, il y a des acquisitions qui se font. Mais ça, c'est peut-être chez nous. Et c'est vrai, mais ça, c'est un phénomène double. C'est le fait qu'il y a moins d'assureurs, puis il y a moins de cabinets. OK, mais c'est vrai qu'il y a moins de petits cabinets, parce qu'en général, il y a moins de cabinets, puis il y a moins d'assureurs aussi. C'est pour ça que, moi, je peux vous dire qu'en 2000, quand je suis arrivé à l'Unique, on écrivait 39 millions, puis j'ai un courtier qui me donnait 4 millions.
Tu sais, j'avais plus que 10 % de mon chiffre d'affaires avec un courtier. Là. Tu sais, c'est quelque chose. Là. Mais des courtiers d'1 million, écoute, là, c'était quelque chose, là, un courtier d'1 million. Aujourd'hui, je vous dirais, j'aurais dû faire une vérification avant, mais je peux vous dire que probablement que mes 20 plus gros cabinets sont tous en haut de peut-être 3-4 millions. Là, tu sais. Alors, sûrement en haut de 4 millions sur un total de... On a à peu près 300 cabinets de courtage actuellement. Mais aussi, il reste quoi, 5 assureurs par courtage, c'est ça en ligne personnelle, là, ou des généralistes qui font du commercial, des lignes personnelles, etc. Fait que là, dans le temps, il faut dire qu'un courtier d'assurance pouvait avoir 10 compagnies d'assurance, là, faisait affaire avec 10 assureurs, parce qu'il marchait à papier avec tout le monde. Fait que c'était pas plus d'ouvrage un que l'autre, c'était de l'ouvrage partout. Ouais. Tout est à papier. Fait que, mais là, ça s'est rationalisé. On sait qu'est-ce qui s'est passé avec le marché de l'assurance de dommages au Québec dans les dernières années. Fait que, mais il y en a encore des petits cabinets. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore. Puis là, il faut trouver une façon. Dans cette optique-là, au niveau des cabinets, le développement, est-ce que l'actionnariat dans des cabinets, le financement de cabinets, c'est-tu quelque chose qui est dans votre radar, qui est dans votre esprit actuellement? Ça, c'est tout le temps. Ça. Oui. OK? Je ne vous dis pas qu'on a une tonne. Là. On a quelques cabinets où on a des partenariats, où on a de l'actionnariat. On a avec qui on a du financement. OK? Le financement, je vous dirais que dans les dernières années, il y en a moins pour la raison que les banques sont excessivement agressives. OK? Oui. Fait que, tu sais, c'est différent parce que les banques sont en mode appariement, puis nous autres, on est en mode placement. Fait que ce que ça veut dire, c'est que la banque, elle regarde ça, puis elle a une montagne de fric dans ses coffres, puis il faut qu'elle le fasse travailler. Fait qu'elle est capable de sortir un taux en bas de 2 % ou de 2 % pour le faire travailler, parce qu'elle dit plutôt que de la laisser dormir, il faut que je fasse travailler. C'est ça en mode appariement. Il faut qu'elle prenne les sommes qui sont déposées, puis qu'elle les fasse travailler d'un bord. Nous autres, on est en mode placement, parce que la gang des placements vont me dire, OK, je veux bien sortir 1 million pour qu'on le prête à ton courtier, mais moi, il rapporte du 6 % actuellement. Pourquoi ça fait qu'on sortirait ce million-là puis qu'on y fasse rapporter du 2 %? Fait que c'est ça le questionnement. Fait que j'ai de la misère à être aussi compétitif que les banques. On en fait, puis je peux vous dire qu'on s'était tiré le coup en masse sur certaines situations, mais c'est difficile du côté du financement, dans le sens que souvent, je vais dire moi-même au courtier, je vais dire, hey, appelle telle banque, appelle la BMO, la nationale, la Laurentienne, là. Fais le tour, tu vas voir, des conditions. Juste pour bien comprendre, là, donner un exemple, le financement, ça serait exemple, j'ai un cabinet, j'ai une intention d'acquérir un autre volume dans un cabinet. Oui. Je viens de voir, je dis, écoute, Yves, j'ai besoin de sous, tu veux-tu m'épauler? C'est là où ça devient difficile. Tu vas non, dire... moi je vais te dire, je vais te financer avec grand plaisir. OK. Je vais te financer avec grand plaisir. Par contre, je vais te le faire, mettons, à 4 %. OK. Mais là, je vais rajouter. On va dire, as-tu parlé à la BMO, à la Banque nationale ou à la Banque Laurentienne? Parce que j'ai un de mes clients là, qui vient de se faire financer à, je ne sais pas moi, 1,95. Okay. Ben là, ça change vite, là, dépendant des conditions, mais je donne un exemple de même. Fait que là, je dis, peut-être tu pourrais avoir des conditions encore plus agressives. Mais moi, ça va me faire un immense plaisir de te financer. Puis l'autre affaire, c'est que du côté bancaire, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, on va reconnaître la valeur de l'achalandage de ce cabinet de courtage-là. Parce qu'actuellement, là, ça se vend à des multiples, à 4 et plus que 4. Et auparavant, les banques avaient bien de la misère à se faire une tête, parce que les autres, ils marchent en fonction des multiples du profit en bas de la ligne, OK? Fait que souvent, tu vas voir un cabinet de courtage avoir une forte croissance, OK? Mais une forte croissance, bien souvent, à la fin de l'année, tu n'as pas nécessairement fait un profit astronomique, mais si ton volume a augmenté de 20 % là, ça vaut de l'argent en titi, cet achalandage-là, là, quand tu fais 4 fois les commissions et plus. Là, aujourd'hui, les banques reconnaissent ça. Fait qu'ils ont plus de facilité. Là. Maintenant, ils ont compris ça. Puis, tu sais, je veux dire, avez-vous déjà vu les multiples partir par l'autre bord, vous autres? Non. Moi, là, j'ai vécu un temps où ça se vendait une fois, là, les commissions. Puis quand c'était à 1 fois et demie, on disait, ils sont fous, ça n'a plus de bon sens, 1 fois et demie les commissions. Ça ne revirera pas. Dans un sens que... Bon, il y aura sûrement moins de cabinets, donc
à quelque part, la valeur va Je se ne dis pas que ça va maintenir. continuer de monter parce qu'à un moment donné, il y a une limite au multiple du profit. Tu sais, des fois, tu vas dire, on va vendre ça 10 fois les profits, 12 fois les profits. OK? Là, si tu augmentes le multiple, là, dans bien des situations, si le profit n'est pas là, ça ne fait plus de sens là, parce que là, tu es rendu à 15-20 fois le profit. OK? Fait que ça, c'est une affaire. Fait que je ne vous dis pas que ça. Je serais surpris que ça augmente. OK? Mais je ne verrais pas que ça diminue parce que c'est l'offre et la demande. Là, hein? Fait qu'un cabinet de courtage, que ce soit dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qui décide de vendre son cabinet, bien, tu vas toujours avoir des gros cabinets de courtage, des très gros cabinets de courtage qui sont intéressés d'en faire l'acquisition parce que c'est des acquéreurs et des agrégateurs. Tu vas toujours avoir un assureur direct qui va être intéressé aussi de regarder ça et d'acheter ton achalandage. OK? Fait que, d'après moi, c'est un marché hyper concurrentiel, hein, donc, moi, c'est la demande qui gère le prix que tu peux fixer. Puis moi, je pense que la demande va toujours être là. La demande, elle ne baissera pas. Fait qu'un cabinet dans 10 ans qui va dire, moi, là, c'est l'achalandage, ça appartient au courtier, là, c'est mon achalandage, je décide de vendre mon organisation, bien, c'est bien de valeur, mais il va trouver preneur. Il va trouver preneur, fait que je ne verrai pas là, que la valeur diminue. Fait que moi, je serais bien confortable pour les cabinets de courtage de dire, mon bas de laine, il est là, je l'évalue à peu près à ça, puis c'est quand même assez safe. Là. Parfait. Donc là, on parle de financement, qui est encore une option disponible auprès des assureurs, dont chez l'UNIC, mais la banque qui est rendue très présente dans cette équation-là. Pas partenariat, mais actuariat. Actionnariat, merci. C'est là où je voulais en venir. Il y a des actionnaires et des actuaires, c'est pas la même bébête, voilà. Je peux te le dire. Super. Actionnariat dans les cabinets. Il y a eu beaucoup d'enjeux dernièrement, le 20 les réglementations de l'AMF. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vous situez où? Puis... nous autres, on est actionnaires chez certains cabinets de courtage, puis on s'entend sur une affaire, tu sais. Nous autres, on n'est pas là pour gérer un cabinet de courtage. Si le courtier sent le besoin d'avoir un assureur comme partenaire pour différentes choses, il peut vouloir aller chercher des capitaux pour pouvoir investir, ou etc., puis il est prêt à céder une partie de la propriété de son entreprise. Nous autres, ça nous fait bien, bien plaisir, mais ce n'est pas nous autres qui gèrent le cabinet, puis on n'est vraiment pas un actionnaire directif ou envahissant. On est plus des silent partners, je veux dire. On siège sur les conseils d'administration, mais quand on s'assied à un conseil d'administration de cabinet de courtage, bien là, je me mets en mode courtier, puis là, on s'assied autour de la table, là, c'est pas l'unique qui parle, c'est comment est-ce qu'on fait pour aider le courtier à avancer puis à se développer, puis ça, puis là, on fait travailler nos neurones, là, on se creuse les méninges un peu pour voir comment est-ce qu'on fait pour aider ce courtier-là à évoluer puis à avancer. Penses-tu que ça pourrait être vu comme un avantage pour un cabinet, de courtage, regarder cette option-là? Ça dépend des besoins du cabinet, mais définitivement, parce que je te dirais, il faudrait poser la question à nos cabinets partenaires, mais il n'y en a pas un qui a l'air malheureux à date. Là. Je pense que c'est le contraire. Là. En général, ils sont bien, bien, bien contents. Fait que, puis moi, je trouve ça le fun parce que moi, j'adore ça. Et je serais bien content qu'on en aille plus. Parce que d'abord, c'est des placements, comme je vous disais tantôt. Il n'y a pas de gêne, là, parce que c'est des placements qui sont... On n'a jamais parlé d'une scène avec ça. Au contraire, là, c'est des placements qui sont hyper rentables. Là, tu sais. Surtout par les temps qui courent, là, tu sais, je veux dire, la valeur, les cabinets de courtage sont en santé, l'expérience de sinistre est exceptionnelle, les participations aux bénéfices sont exceptionnelles. Alors, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de cabinets de courtage qui ne font pas d'argent de ce temps-là, on va se le dire. Fait que quand tu es actionnaire, c'est des maudits bons placements. Puis je peux vous dire que j'ai jamais vu personne des placements venir me dire « Hey, ce placement-là, là, il me semble... » Non. Contraire. Là. Ouais. Le monde est bien, bien content. Là, fait que, et ça nous met en contact plus étroit avec la réalité des courtiers. Moi, j'aime ça. Moi, je siège sur les conseils d'administration des cabinets où on est partenaire. Puis j'aime ça, puis je veux. J'y tiens. Parce que c'est ce qui me permet de voir la réalité. Fait que là, quand il y a un rapport de direction aux lignes personnelles, voici ce qu'on a vécu, où on est rendu au commercial, on est rendu là. Puis comme je vous dis, là, nous autres, on n'est jamais là pour dire « Ouais, mais vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. » Non, mais on se met en mode « Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le cabinet de courtage? » Pas l'unique, là, mais en général, là, pour solutionner tel problème, mettons. Puis c'est très riche d'apprentissage. Je peux vous dire
on apprend bien plus en fait, le plus grand apport, c'est nous autres qui le reçoit parce qu'on apprend de ces organisations-là à tour de bras. Là, tu sais. Alors, c'est juste du positif pour l'UNIC parce que ça nous permet d'être mieux groundés puis d'être mieux connectés sur la réalité courtage puis de voir c'est quoi les vrais problèmes que vous affrontez puis que vous envisagez. Tu sais, on jase là, en lunch tantôt, là, je sais ce que vous vivez là parce que je l'entends autour de la table là, quand on fait des conseils d'administration avec d'autres des partenaires. Okay, ça, c'est... Mais ça, on est toujours bien content. Tu sais, un cabinet vient me voir et me dit « Prendrais-tu une participation dans mon cabinet? » Avec grand plaisir. OK. Et les cabinets viennent te voir pour faire la demande? Parce que des fois, on entend l'histoire inverse. Là, non, parce qu'il y a une pression mais qui comme est je te dis, on n'a pas une tonne. Là. Okay. Mais ceux qu'on a, c'est des cabinets qui sont venus nous voir pour nous proposer de prendre une participation. Puis les cabinets qui ont déjà un beau volume chez l'UNIC puis qui ont déjà une relation à faire. Exactement. Absolument. Sinon, des nouveaux cabinets. Ouais. Quelqu'un qui nous écoute, qui dit hey, je veux partir en affaires, je veux m'ouvrir un cabinet. Ah, il va sûrement en avoir. Là, on vient de parler de la valeur qui est en croissance, des défis qui... Tu sais, êtes-vous ouvert à peut-être les aider, leur donner des contrats? Tu sais, c'est quelque chose que l'UNIC est partenaire et veut promouvoir? Je te dirais là qu'on a très, 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 très peu d'exigences pour octroyer un contrat d'assurance, un contrat d'agence, okay, un contrat de courtage. Là-dessus, là, on est super ouvert à ça. C'est pas vrai qu'on va arriver et qu'on va dire, bien là, il va falloir que tu me donnes 500 000 la première année. Non. Okay. Tu veux partir, tu sais, souvent, tu vas avoir quelqu'un qui a travaillé ailleurs, tout ça, puis qui veut se partir. Bon, tu veux se partir, pas de problème. En autant, l'important, c'est la confiance, OK? Parce que, puis je vous dirais que souvent, un nouveau courtier qui part en affaires, OK? En tout cas, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, moi je disais, je veux lui parler, personnellement, OK? Et le discours n'était pas tellement compliqué. Je disais, regarde, là, nous autres, là, on va te servir vente à terre, puis tous les clients sont importants chez nous, les gros, les petits, les moyens, tous les courtiers, OK? Je ne parle pas de la taille, là, du tour de taille, je parle de l'ampleur du cabinet. Puis là, par contre, le bémol, c'est, nous autres, tout tourne autour de la confiance. Là, tu pars en affaires. Il faut que tu mettes du pain et du beurre dans le frigidaire. Puis tu as peut-être une famille, etc. C'est facile en maudit, là, de marquer sa proposition que le client il a acheté à la maison en 1985, quand il l'a acheté en 2017. Là, tu sais bien que la prime va être plus basse. Mais ça, là, ça ne durera pas longtemps. Parce que à la minute qu'on va pogner un cas de sinistre, 2 cas de sinistre, où est-ce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas eu l'heure juste? Parce que malheureusement, on a déjà vécu des choses de même. Tu as un assuré qui a un sinistre, tu lui poses des questions, il te donne l'heure juste de façon très candide. Oui. Pourquoi il a raconté une menterie à son courtier quand il est prêt à dire à l'assureur, en toute honnêteté, ben non, je l'ai acheté en 2018, la maison, je ne l'ai pas acheté en 1985, là, ou en 1999. Bon. Alors, il y a toutes sortes d'affaires qui sont faciles de même. Je veux dire, il est marié, il n'est pas marié, il est ci, il est ça, il y a des critères de tarification, comment on est dessus. Fait que moi, je dis tout le temps, t'es mes yeux et t'es mes oreilles, OK? Tu pars en affaires, donne-leur juste, puis joue pas ces games-là. Parce que si tu joues ces games-là, après ça, t'es fini, t'es barré. Parce que c'est bien dommage. Après ça, c'est fini. Quand le lien de confiance est brisé, il est brisé. Puis là, c'est doublement important aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus de marché. Ben oui. J'ai vu des situations, puis j'en parle, je ne suis même pas embarrassé d'en parler, des situations de cabinet de courtage d'une certaine importance, où est-ce que année après année après année, la sinistralité est désastreuse, puis tu as beau regarder les pertes majeures, tout ça, puis c'est pas là que ça se passe, tu te dis, qu'est-ce qui se passe là? Mais des fois, c'est une question de contrôle. Tu as beaucoup de producteurs à l'intérieur de la boîte. Le contrôle de la qualité est mis de côté un petit peu. Puis là, moi, mon profit, je le fais sur la crédibilité de l'information qui m'est transmise. Si l'information, c'est n'importe quoi, ma prime ne veut rien dire. Bien, s'il me manque 15 % de la prime, mon loss ratio va être 15 % plus élevé que la moyenne des ours. Là, ouais. Alors, moi, ce que je dis, puis je l'ai déjà passé le message à une tribune du RCCAQ, je dis,
si vous voyez que votre expérience de sinistre dérape, sans trop comprendre pourquoi, c'est sûr que si tu as eu une perte d'1 million, puis c'est un maudit beau risque que je prends demain matin, c'est pas de ça qu'on parle pantoute, là. Tu peux en avoir eu 2, 3 pertes d'1 million, puis c'est tous des risques que je prends demain matin, puis que j'avais toute l'information pour leur juste. Ça, c'est un excellent courtier, puis on est là pour ça. On est là pour les payer, ces cas-là. Mais tu t'aperçois que ta sinistralité est difficile, elle n'est pas bonne, tu ne sais pas trop pourquoi. Prends le taureau par les cornes, attends pas que l'assureur débarque et dise « c'est fini, là, on ne joue plus, là, la récréation est terminée ». Si tu as quelque chose à l'intérieur, tu as des producteurs qui jouent ce game-là puis qui ne donnent pas leur juste à l'assureur pour être agressif, pour pouvoir faire plus de ventes, ça va te rattraper. Puis tantôt, quand il y a un assureur qui tire la plug, il n'en reste pas beaucoup. Là, tu sais. Là, ça va mal à la shop en titi. Fait que moi, c'est le message que j'ai déjà passé, puis je suis bien à l'aise de passer ce message-là parce que c'est crucial, c'est bien important. Fait que je t'écoute, tu mets l'emphase là-dessus, puis tu le décris bien. Un nouveau courtier qui commence, là, je passe le message tout de suite, puis moi, je disais, je veux les rencontrer, puis je lui passe toujours le message. On va te servir vente à terre, mais assure-toi de nous donner l'heure juste tout le temps, on va te supporter. Moi, j'aime mieux te donner 15 de flex additionnel pour te supporter pour vendre ça, mais tu m'as donné l'heure juste, tu dis, j'aimerais ça l'assurer, tout ça. Ouais. Que tu ailles chercher 15 en bullshitant ces informations. C'est aussi simple que ça. Tu penses que c'est un enjeu? Tu penses que c'est une réalité présentement qu'il y a beaucoup d'informations qui est fausse? Non, c'est juste que tu me parlais des nouveaux courtiers. Parfait. C'est là que ça m'a amené à dire un nouveau courtier, c'est le message que je lui passais toujours personnellement. Là, je le fais moins parce que je suis d'ailleurs. Mais parce qu'il y a une pression de vente aussi. Mais ça m'amène en même développer, temps. Fait qu'ils ont peut-être tendance à prendre des... Puis ça m'amène également à des situations que j'ai vues dans les dernières années où est-ce que malheureusement, on est obligé de mettre un terme à certaines relations avec certains cabinets, puis on se disait, moi, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi que, parce que dans la même région que toi, là, j'ai lui, sont tous 10-15 points en bas de toi en loss ratio, puis tu n'as pas de perte majeure. Je ne suis pas capable de comprendre ça. Là. Puis la seule explication plausible qui me vient en tête, c'est que je n'ai pas l'heure juste sur le papier quand tu m'envoies des affaires, puis actuellement, je suis sous-tarifé dans une quinzaine de points. C'est ça qui se passe. Fait que ça, c'est pour ça que je dis c'est important, puis c'est rare en tant qu'assureur qu'on parle de ces choses-là. Moi, je trouve que c'est important de parler de ces choses-là. De la même façon que pour vous autres, c'est important de dire aux assurés, donne-leur juste, compte-moi pas de menterie, parce que le jour où tu arrives avec une perte importante que l'assureur ne veut pas payer, je ne pourrai pas t'aider. OK? Bien, moi, au même niveau, je dis aux courtiers, donnez-nous leur juste tout le temps, vous autres, là. Tu sais, l'assuré vous donne leur juste, transmettez-moi. Si c'est l'assuré qui n'a pas donné leur juste, c'est une autre affaire, OK? Mais il ne faut pas que ça vienne du courtier, parce que c'est important, parce qu'à un moment donné, si tu ne fais pas le contrôle de la qualité, puis si tu ne passes pas le message à tes gens à l'intérieur, là, nous autres, ici, on joue à la game correct, puis on donne leur juste, c'est important. Parce qu'on ne veut pas de ça, puis on ne veut pas être confronté à un moment donné avec une situation où est-ce que nos résultats ne sont pas bons, puis qu'on est pour part d'un marché parce que nos résultats ne sont pas bons. Oui. Non, puis après ça implique la déontologie, l'assurance professionnelle. Puis là, bon, mais là, tu sais, tu touches un bon point. Tu touches un bon point, Mathieu, parce que c'est vrai que il faut l'admettre, là, le niveau de professionnalisme du réseau a monté en flèche dans les dernières années. C'est ça que tu retrouves là, dans ton... À tour de bras. La réglementation est sévère aussi, tu sais, puis la déontologie est là, tout ça. Hey, écoute, là, Racule en 83, je vais te dire, on envoyait de toutes les couleurs, là, tu sais, de toutes les couleurs. Là, Bon, ben, petit problème technique, on a vidé les batteries. On n'aurait pas pensé, hein? Mais écoute, parce Yves, que vous parlez trop, les gars. Vous arrêtez pas de parler. Non, mais pour vrai, tu as vraiment été généreux. Tu nous as donné de l'information incroyable, même qu'on en parlait il y a quelques secondes. On ne sait pas tout ce qu'on va faire avec ça. Combien d'épisodes qu'on a rappé? J'ai hâte de voir le temps au total. On a-tu 2? On a-tu 3? Je ne sais pas. Quand tu vas avoir scrappé tout ce qui n'est pas intéressant, il va te rester 10 minutes. Fait que regarde, là. Mais la discussion était vraiment intéressante. T'sais, pour quelqu'un qui est dans le domaine, je pense qu'il y a plein de pistes d'informations. Pas des pistes d'informations, mais il y a plein d'informations intéressantes là, que tu as accepté de partager avec nous. C'est vraiment un gros merci. Moi, j'ai adoré l'expérience. T'sais, à mon âge, c'est rare des nouvelles expériences que tu n'as jamais faites. Ça me détonne. Puis je vous en remercie infiniment. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que, de fait, c'est ce que vous m'aviez dit. C'est une discussion en chum, on placote, on
discute, on jase. J'ai trouvé ça vraiment agréable. Super le fun, ça me fait plaisir. Si jamais vous voulez une prise 2, n'importe quoi, ça va me faire un immense plaisir. La réponse, ça ne sera pas longue. Bien, absolument, on retient ça. Ouais, puis quand les projets auront avancé, tel l'agrégateur. Oui, sans doute. C'est certain qu'on va avoir des choses à se dire. Ouais. Yes. Mais tu sais, tu parles d'expérience, ça l'est une pour nous autres aussi. Fait qu'on s'excuse, on est encore après à apprendre. Je pense qu'on va s'améliorer. L'idée est géniale, parce que vous avez raison, là. Il y a toute une communauté dans l'assurance de dommages courtage qui, puis tu sais, c'est intéressant d'avoir un organe d'information pour donner de l'information à ces gens-là. Il y en a des panels, des discussions, par exemple au congrès du RCCAQ, tout ça, mais on sait, souvent, c'est des propriétaires de cabinets de courtage qui sont là, qui assistent à ça, etc. Ouais. Mais là, monsieur, madame, tout le monde qui travaille dans le domaine de l'assurance de dommages par courtage, bien, c'est intéressant parce qu'ils peuvent venir chercher de l'information avec tous les invités que vous allez avoir et les personnes que vous allez inviter dans le futur. Ça va donner... Ça permet une compréhension de l'industrie dans son ensemble. C'est pas des choses qu'on voit en formation continue, vraiment. Là. Super de bonne idée. Bon. Le nom accident de parcours, je le trouve génial aussi. Ça m'interpelle. Écoute, merci beaucoup, Yves. C'est bien apprécié. On a pris... beaucoup de temps, mais écoute, je pense que c'était du temps bien investi. Puis on avait quand même pris une gageure qu'on viendrait à bout des batteries des gars, comme techniciens, fait qu'on les a eus. C'est super. Écoute, en finissant, on remercie nos commanditaires, la Banque nationale, puis Primaco, en fait, qui rendent l'expérience possible. Parce que moi puis Mathieu, ça se voulait un défi personnel. On l'a fait pour le fun. On n'est pas aucune affiliation, mais on s'est dit, bon, on va aller chercher des partenaires pour nous aider dans cette aventure-là. Puis vraiment, on est vraiment content de les avoir. Puis je pense qu'on se doit aussi de dire aux gens qui vont nous écouter, parce que là, c'est le premier épisode, partagez, passez le mot. Allez vous inscrire aux différentes plateformes où on va être présent. Puis bien sûr, ils vont nous retrouver sur YouTube, Spotify, Google Podcast, puis Apple Podcast. Bien sûr, on va avoir un site Internet. On espère que le mot va s'étendre puis que la discussion va... Puis poser des questions. T'sais, on va être sur les médias sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook. Donc, on veut des commentaires, des questions, des suggestions. Alors, on a hâte de vous lire. Oui. C'est génial. Moi, je dis bravo à vous autres, les amis. Bravo. Merci.